100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Le vendredi, hein, mon ami Jerry? C'est le vendredi. C'est le vendredi. C'est le vendredi. Belle victoire du Canadien hier? Oui. J'ai de la misère à comprendre comment les Maple Leafs ont pu se faire battre par Arizona. Parce que... il n'y a pas de club, là. Il n'y a pas de club. Il y a Ils pas de ont club. l'ancien défenseur de Philadelphie qui est quand même bon, là, qui a un plomb d'enfer. Mais à part ça, c'est pas une grosse équipe. Là. Yes. Peu de football, donc gros week-end de sport en général. F1 à Austin, Texas. On a du NASCAR dans les playoffs. On a un tournoi de golf en Caroline du Sud où ce matin, j'ai comme l'impression que c'était un peu plus chaud que hier matin. Hier, on était près du point de congélation pour commencer la journée. Ensuite de ça, il y a football NCAA. Il y a du soccer, je pense, pour ceux qui suivent le soccer à Montréal. Il y en a. On va vous dire de quoi. Mais l'histoire là-dedans, c'est que je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps de tout regarder ça parce qu'il annonce beau en fin de semaine. Il annonce beau. 17, 18, quasiment 20 degrés dans la région de Montréal en fin de semaine. Donc, super week-end bonus côté température. On a eu une semaine assez ordinaire côté température. Donc là, on se reprend pour le week-end. Ce sera peut-être un genre de copier-coller du week-end dernier. Donc, enjoy. Puis, une petite bouffe le fun peut-être en fin de semaine? Petite bouffe le fun, ça c'est sûr. Barbecue, ça c'est oui, garanti. Température c'est de déjà, même. oui. Barbecue, encore peut-être ribs dans un genre de fumoir quelconque, fait tranquillement en prenant une petite bitters. Ce soir, du coin de l'œil, je vais regarder Lightning Panthers. Oh! Ça peut être pas pire, ça. Ça risque d'être un Lightning, match pas pire. 1 victoire, 3 défaites. Panthers, 3 victoires, 1 défaite. Yes. Verrais-tu que t'aimes pas perdre à soir, il serait 1-4? Oui. Ben moi, je les ai trouvés louches. Tu m'as dit ça. J'ai écouté contre Philadelphie, puis je les ai trouvés très louches. Ils sont louches. C'est le bonheur. Non, je C'est le comprends, bonheur, mais il y a bonheur. un petit louche. Là. Oui. Buffalo, on sont allés battre Calgary chez eux hier. Là. Hein? Puis pas serré, là, genre de 5-2, je sais pas quoi. Là. Wow. Début de saison. Là. Petite nouvelle de musique, vite de même, les gens qui essaient d'aller voir Blink-182 à Montréal, le spectacle est là. Attends un peu, j'ai la date quelque part, je pense que c'est ici. Spectacle Blink-182, c'est le 12 mai 2023. Oh oui, 2023, c'est là qu'on est rendu. Il me semble que c'est hier qu'on a fait le show de nuit pour célébrer l'arrivée de l'an 2000. Avec le spectacle de Céline. C'était-tu au Centre Bell ou c'était au Forum? Je pense que c'était au Centre Bell. Mais il me semble que c'est hier. Ça fait déjà 23 ans de ça. My God! Ça a passé en 5 minutes. C'est fou. Mais là, le monde capote. Parce que le spectacle, on sait que c'est le retour de Blink avec les trois gars. Donc, depuis 2015, il en manquait un des trois. Mais là, on a fait un nouvel album. Puis, en tout cas, du moins, je pense qu'il y a une nouvelle tune que j'ai vue sur Spotify. Et là, le monde capote. Il y en a un gars de la presse qui dit... Je suis allé voir dans les pires billets, OK? Donc, on est en haut, là. On est en haut, section 416, rangée B. Il y avait besoin de trois sièges. Oui. Le billet le moins cher dans le Centre Bell, c'est 356,70 $. Oh. Le coût du billet, c'est 290 $ et les frais, les frais, 66,70 $ incluant les taxes de frais et taxes incroyables. Regarde, moi, là, j'aime les bands. Là. J'aime toutes les histoires de musique. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à la musique. J'ai une passe très country depuis à peu près 1 an. On a-tu vu des shows? J'en ai pas vu bien dernièrement parce que je trouve toujours que c'est un peu exagéré. Je parle dans notre vie en général. Ah, j'en ai vu. Regarde, t'en veux-tu en v'là? J'en ai vu plein. Tu sais, moi, j'aime la musique. Je suis assez varié dans mes goûts. On a parlé ce matin du nouvel album de Taylor Swift. Il y a une nouveau vidéo d'ailleurs. La tune s'appelle, je pense que c'est Anti-héros. Tiens, on va le dire en français. De mémoire, c'est le vidéo que j'ai vu. Plus pop, etc. Tu sais, donc, je suis très varié, puis j'aime la musique. J'aime la musique. Mais là, je veux dire, Blink, j'étais un fan de la première heure de Blink, avant que Blink soit un groupe extrêmement populaire. Donc, quand ils ont fait leurs 2 premiers albums, qui étaient un peu plus punk traditionnel, non commercial, etc. Mais moi, excusez-moi, là, dans le top en haut, à 356$, je ne vais pas là. Moi non, moi, j'ai pas les moyens. Ben, sais-tu quoi? C'est au-delà des moyens. C'est une question, à un moment donné, de principe. C'est que quand tu... C'est un peu ce qui est arrivé avec l'inflation. Moi, je pense que dans l'inflation,
Ça vous tente-tu? Est-ce qu'on a le droit à Radio Pirate Live de faire entendre quelque chose en anglais? Ben oui. Sur 1 minute 8, c'est trop long? 1 minute 8. En anglais, comment? Non, vas-y. Ah oui? Parce que... non, je le ferai pas. Je le ferai pas, ça va me sortir de ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, on a imprimé trop d'argent. C'est probablement la vraie histoire. Tu sais, ce matin, je lisais des commentaires de gens qui parlaient des grands boss de banque qui disaient « Ouais, là, la récession est inévitable. » C'est la récession annoncée, c'est la récession la plus annoncée à l'avance de l'histoire. OK? Et là, ben, on a tellement parlé qu'on est en train de la créer. Et les gens des banques, les boss des banques, il y a deux choses qu'ils ont dit. Là, il va falloir que les banques centrales arrêtent de capoter sur le changement climatique, puis occupez-vous du monde. Ça, c'est la première affaire. C'est Martin Coiteux, l'ancien gars du Parti libéral, qui l'a dit. Il est rendu un boss d'une banque. Et ça, j'ai trouvé ça bright. L'autre affaire, c'est un autre gars de banque. Le gars s'appelle Jenny James, ou une patente de même. Là. Il y a un nom de vedette. Et le gars, il dit, message pour arrêter l'inflation, faut que les gouvernements arrêtent d'envoyer les chèques. Ça, j'aimais ça sacrément. Parce que ça empire la patente. Puis l'autre affaire qui empire, parce que l'erreur qu'on a faite, on a fait 2-3 erreurs. On a paniqué comme une gang de feluettes quand il est arrivé l'histoire de la COVID. Et là, ça a créé toutes sortes de mardes. On a donné le pouvoir. On a perdu le pouvoir. Là. Les citoyens ont perdu le pouvoir. Les gouvernements ont perdu le pouvoir. C'est McKinsey qui gère toute la patente. Les histoires sur la crise médiatique. Ce qu'on a entendu de Fitzgibbon hier, Jerry, c'est des phrases utilisées en Europe quand il a parlé du courant, que maintenant on devrait être modéré dans notre consommation d'énergie. Ça, c'est des phrases pré-mâchées qui sont utilisées en Europe depuis quelques semaines. Et ça vient de McKinsey. Excusez-moi, il n'y a pas de complot là-dedans. On voit que les gouvernements sont de plus en plus consultés par ces firmes-là, ces grandes firmes mondiales. C'est plus clair que clair. Ils ne sont même pas capables de dire, ben, écoute, s'il y en a un qui utilise tel slogan, on va le modifier un peu pour avoir l'air de quelqu'un qui a le même. Ben non. Ils ont le même livre de recettes. Et ça a été le cas pour l'histoire de la COVID. Tout le monde a embrassé la même histoire, ou à peu près. Les seuls qui n'ont pas le fait ont été attaqués. Là, depuis quelque temps, on les laisse tranquilles. Je parle entre autres de la Suède. Les autres ont tous suivi la même affaire. On a paniqué comme ça se peut pas. On a arrêté l'économie. Dans les pires au monde, il y a eu nous autres, il y a eu le Canada, mais surtout le Québec. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'on est resté à la maison et on n'a rien fait. Et ça marche pas. L'histoire de on fait des chèques à tout le monde et la vie continue, puis il n'y a plus de production, puis la vie est belle, puis on fait du pain, puis on a du fun, puis on reste en pyjama. Ça peut pas marcher. C'est impossible. Il y avait un innocent de Chicoutimi-Nord qui criait ça sur une radio, pas digne de nous avoir en passant, et on est allé se mettre la face, regarde, en avant du bat de baseball pour essayer de prouver un point, puis on l'a travaillé fort pour le faire comprendre. On a mangé des claques à la gueule de tout partout. On s'est fait bouffonner par le gouvernement qui nous a empêchés d'avoir de l'argent qui donnait à tout le monde parce qu'on disait, faites pas des affaires de même. Premièrement, vous exagérez l'affaire. C'est pas ça qui se passe. Tout ce que vous nous racontez, c'est de la bullshit. Puis deuxièmement, on s'en va vers un genre de cataclysme économique provoqué par vous-même et toutes vos décisions. C'est ça qui est arrivé. Et là, on paye pour ça. On paye la récession qui va arriver, puis le prix du spectacle, puis l'inflation. L'inflation qu'on a. On paye pour. Là. On paye pour ça. Mais l'autre affaire, puis je comprends que des fois, on n'a pas le choix. Parce que quand il arrive une histoire de même, quand il y a de l'argent à la pochetée qui arrive, donné par magie, c'est sûr qu'il y a un party. Là. Tout le monde est sa cocaïne. Là. Tout le monde est high, tout le monde capote à Waydon. Je sais que c'est dur de ne pas dire « Hey, je veux telle affaire. » Ouais, mais le gars, il te le vend 3 000 de plus qu'il valait il y a 6 mois. C'est pas grave, je le veux. J'ai plus de cash que je devrais en avoir. Je l'achète. Notre comportement a aussi à faire avec... Tu sais, oui, on peut mettre ça sur la Banque centrale. Oui, on peut mettre ça sur tous les dirigeants du monde entier qui ont fait partir les planches à dessin et qui ont imprinté du cash à mort. Mais... ultimement, ce cash-là s'est ramassé à un moment donné dans l'économie et dans nos mains. Et nous-mêmes, on a perdu le contact avec la réalité. Nous-mêmes, on a des gens qui sont venus nous faire un patio. Puis ce patio-là, la réalité, c'est qu'il valait 5 000 $. Bien, il vous l'a passé à 21 000. Parce qu'il y a un gars qui vous a crossé d'un moulin. Il y a un autre qui a pris le bois du moulin, qui est allé le traiter, puis qui a crossé celui à qui il l'a vendu.
Puis ainsi de suite. La chaîne au complet s'est pris au nom de la COVID, au nom du manque de main-d'œuvre, au nom de Poutine, au nom de tout ce qu'il y avait de disponible pour vous crosser de plus en plus. Tout le monde a crossé. Il y en a qui en veulent aux gens d'affaires. Les gens d'affaires, c'est des gens greedy, OK? S'ils sont en affaires, c'est parce qu'ils ont ça en dedans d'eux autres. Ça, là, c'est pas arrivé hier. Là. Ils sont greedy depuis toujours. Mais là, maintenant, avec le cash et avec toutes les patentes qu'il y avait dans l'entour de la COVID qui étaient disponibles pour justifier le prix, ils ont tout utilisé parce que c'est des bons vendeurs. Ils ont tout joué avec ça. Mais ultimement, vous avez le droit de dire non. Je comprends que si tu as besoin, je sais pas, moi. Ceux qui ont fait affaire avec le gouvernement ne disait pas non. Tu sais, si le gouvernement avait besoin de camisole protectrice. Là. Une camisole qui vaut 4$, puis il la vendait 29$. Il vendait 29$. Oui. Donc, eux autres, ils disaient, on a besoin, sinon on va se ramasser dans le journal, on va se ramasser à LCN. Ils achetaient n'importe quoi. Ils achetaient n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc, eux autres, ils ont aussi contribué à la merde qu'ils ont créée. Ça, c'est le gouvernement. Exponentiel. Exact. Mais l'autre partie, c'est les citoyens. Et je suis d'accord avec toi que si tu arrives pour te faire ton patio en arrière de chez vous, puis le patio, d'habitude, un petit patio, là, j'ai une petite maison, j'ai un jumelé. On s'entend-tu que j'ai pas quelque chose de bien grand? En 2019, c'est 7 000. Oui, c'est ça. Donc là, il est à 21 000. Là, tu as 21 000, puis le gars, il dit, je vais peut-être venir. Si tu veux que je vienne tout de suite, à 30, je vais venir tout de suite. Oui. Ah, ben, je voyais, là, tu parlais de ça avec ta femme. Là, ta femme a dit, ouais, mais on voudrait l'avoir pour l'été. OK, ben ça va être 30. Oui. OK, c'est beau. Tu commences quand? Ben, moi, j'ai... Tu sais, bling, j'aimerais ça y voir. Mais il y a un côté de moi... C'est mon petit côté rationnel fatigant. Je comprends ce que tu veux dire. Très bien. À un moment donné, quand je sens que tu me crosses, c'est non. Puis c'est pas juste bling qui crosse. C'est le producteur du spectacle. Non, c'est celui qui vous passe des frais. Comment tu peux avoir 66$ de frais? Ah, mais c'est un pourcentage. Ben, fuck! Mais pas un pourcentage, mais un prix fixe. Les frais devraient être pas plus que 15$. T'imprimes même plus des billets. Tu les envoies par téléphone. Ça coûte rien. C'est quoi que tu justifies? La bande passante. On fait des podcasts de 2h30, 3h30 avec celui de Radio Pirate Live. Je peux vous dire, la bande passante, je sais comment ça coûte. Et là, capotez pas, là, ces histoires de billets. Il n'y a pas de frais là-dedans. Il y a 0 frais ou presque. Mais on continue de fourrer. Malheureusement pour Blink, moi, j'embarque pas dans la spirale de l'inflation. Il y a des secteurs que je n'aurai pas le choix. Je veux bâtir une maison. Je sais qu'ils sont plus tranquilles qu'ils étaient, puis ils font plus attention au prix qu'il y a 6 mois parce qu'il y a moins de demandes. Mais je sais que je vais probablement payer plus cher que quelqu'un qui va se bâtir dans 1 an. Je n'ai pas le choix, ça me prend un toit. Mais tout ce que je peux contrôler, si je vais dans un restaurant et que je sens que la quantité de l'assiette a diminué, la qualité de la nourriture a diminué, et l'assiette que je mangeais à 19$ est rendue à 29$, bien, je vais manger, je vais prendre mon pas, je vais payer, je vais donner le bon type, mais c'est la dernière fois que j'y vais. Parce que je ne veux pas participer à cette inflation-là, parce que c'est dangereux ce qui se passe. Là. C'est... M. Freeman le disait, là, c'est ça que je voulais vous faire entendre, c'est l'inflation que nous vivons actuellement, c'est le pire cataclysme de toutes les histoires d'économie qu'il peut y avoir. Là. L'inflation, même les taxes, même l'inflation, celle-là, là, comme qu'on a déjà vécu en 79, 80, 81, ça, là, c'est ça qui nous fait le plus de ravages. Ça peut démolir. Parlez-en au Venezuela. Ça peut démolir une économie. Tout ce que vous avez ramassé, tout ce que vous avez travaillé pour, votre retraite, etc., tout ce que vous avez... Votre pouvoir d'achat est anéanti en l'espace de quelques années. Anéanti complètement. C'est très dangereux ce qui se passe. Puis les incompétents de la Banque centrale, de la Banque fédérale, n'ont pas monté les taux à temps. Ils ont laissé le gouvernement imprimer trop d'argent. Ils se sont accotés sur du vide. Ils ont fait des choses épouvantables. Mais nous autres, comme citoyens, on a un rôle aussi. Si on veut, à un moment donné, que 50 000 $ par année, ça vaille encore quelque chose, puis qu'on soit capable d'en vivre, parce que là, ce qui va arriver, c'est que 50 000 $ par année, vous allez vous ramasser à aller quêter de la bouffe dans une place qui donne de la nourriture. Là. C'est ça qui va arriver. Est-ce que vous voulez que c'est ça qui arrive? Mais non, personne ne veut ça. Personne ne veut ça parce que, ultimement, s'il y a une crise économique, puis que là, on sait en plus,
Maintenant, là, on sait, les gens ne travaillent plus comme avant. Les gens, ça prend 2 personnes pour faire le travail d'une personne il y a 20 ans. Aujourd'hui, mais là, c'est parce que si à un moment donné, l'argent ne rentre plus, bien, il va y avoir du chômage. Il va y avoir. Puis si les salaires sont trop élevés, bien, le gars, il va dire ouais, mais là, dans mon entreprise, je peux pas. Mais je comprends que tu veux des grosses conditions parce qu'on a eu ci, on a eu ça. Mais là, en ce moment, il n'y a rien qui rentre. J'ai plus de profit, je suis en train de m'endetter. Je suis obligé de te laisser aller. Donc, on ne veut pas être négatif, mais ce qui se passe en ce moment, oui, on peut accuser un paquet de monde, mais nous-mêmes, dans notre comportement, on a un mot à dire. C'est sûr que la bouffe, tu as besoin de beurre, tu as besoin de beurre. Mais une spirale de disponible chômage. chez Panier Extra à 4 piastres, va pas encourager celui qui t'avant 2 piastres de prix que le prix réel. Ouais, j'ai pas le choix, j'ai besoin de beurre. C'est un mauvais comportement. On rajoute de l'essence sur le feu. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis quand la dérape est partie, bien, tu deviens... Il se forme... J'ai lu un texte là-dessus il y a 2-3 jours même. L'Argentine. Il y a une économie parallèle tout à fait incroyable. Puis cette économie-là parallèle, tu ne peux plus l'enlever après. Non, c'est ça. Tu es pris avec ça. Il y a carrément une économie parallèle. Il y a l'économie puis l'économie parallèle. On va se le dire. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Puis attention, l'Argentine, c'était pas le Brésil puis c'était pas le Venezuela. Là. Mais l'Argentine, pour parler avec des Argentins, c'est dommage parce que c'est un des pays qui allait dans la gang de l'Amérique du Sud, c'était un des meilleurs. Mais là, ça va plus pantoute. Ça va plus pantoute. Ça va plus pantoute. Donc, c'est fragile ce qu'on a. Je sais quand on est venu au monde, puis on a eu quelques crises financières, puis on s'est toujours relevé. Mais ce qui se passe en ce moment, on joue une game dangereuse et je pense que, oui, on peut en vouloir à tout le monde. On peut accuser la même gang qu'on accuse tout le temps, puis ils le méritent. Sauf que nous aussi, on a un travail. Le gouvernement est responsable, puis on est responsable aussi. Beaucoup de gouvernement, mais on est responsable aussi pareil. Ben oui. Parce que en économie, regarde, je ne suis pas un économiste, là, mais il y a une espèce de... Il y a une base en économie. Mettons que ça va mal. Mettons que les gouvernements dépensent parce que ça va mal. Mais quand ça va bien, il faut que les gouvernements arrêtent de dépenser. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dépensé quand ça allait mal pour repartir l'économie et ils ont continué de dépenser comme des débiles pendant que ça allait bien. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas prêts pour ce qui s'en vient. Ils ne sont pas en position. Ils ont mis 30 limousines hier au lieu d'en mettre 15. Voilà. T'sais, ça te montre qu'ils ne sont pas prêts pantoute puis ils ne croient pas à ce qui s'en vient. Alors, ils nous le disent, mais ils ne croient pas tant. Ça va s'arranger vite. Ah oui? Le PM le dit au Salon Bleu que l'inflation, c'était pas un problème. Il le dit il y a quoi? Il y a moins qu'un an. Moins d'un an. Ah, il riait de ça. Il riait de ça. Il y a des gens qui pensent qu'un jour, on va avoir de l'inflation à 5 %. Dans quel monde ils vivent, dans quel monde tu vis, toi? Oui. Donc, tu trouves que ça a de l'allure, Mr. White? Tu penses pas que je dérape? Des fois, quand je m'en vais dans mes histoires, je me dis, je suis en train de déraper, là, mais dans ma tête, c'est clair que c'est dangereux. C'est une game dangereuse. Puis on a du pouvoir. On n'a pas tous les pouvoirs, mais on fait partie aussi de la patente. Tu sais, quand on parlait, parce que ça a commencé avec Blink. Oui. Mais, tu sais, je comprends que les bands, ils vendent plus de disques, là. Oui. Je comprends que ça a changé, cette économie-là, mais c'est pas nécessairement au monde, c'est pas en écœurant le monde qu'ils vont s'attirer un public, là. Ben, en tout cas, il y a un énorme backlash sur les réseaux sociaux, pas juste à Montréal. Blink se fait brasser pas à peu près. Tu sais, si tu n'es pas capable d'offrir l'étiquette en haut à 80 pièces, je comprends qu'en bas, en avant de la scène, ils peuvent être à 300. OK. Je comprends que dans les rouges, qu'on appelle, là, ils peuvent être à 195. Avec les frais, ça vient à 215. Dans le genre de milieu, avant de monter en haut, je comprends que ça peut être à 150, 175. Je comprends ça. Mais en haut, le monde, il y a beaucoup de monde qui est en haut. Ça, c'est le monde. Le monde, c'est tes fans, ça. Tu peux lui vendre une étiquette à 80. Si tu n'es pas capable de faire ça, pour toutes les raisons du monde, mon gérant se prend une grosse partie, la compagnie de production, le transport de la scène, fais pas de tournée. Fais un show virtuel. Fais un show sur le web. Fais-toi un show sur le web. Fais une tournée sur le web. Ça veut dire que tu n'es pas capable. Un des succès de l'été, by the way, avant que je parte, pour la pause, parce qu'on a Éric Duhem qui est stand-by, puis j'ai l'impression qu'avec Éric, ça va durer un bout. Donc, on a su là, que Journey s'en venait à Québec avec Toto pour. Eux autres, ils ont eu une grosse tournée, les deux ensemble. Ouais. Il y a eu quelques spectacles avec Billy Idol, mais 90% des spectacles, c'était les deux bands. C'est deux bands qui fit bien ensemble. C'est 3 heures et demie de hit back-to-back pour les deux bands.
Donc, ils s'en viennent à Québec et Montréal au mois de mars. Et vous allez voir, je ne sais pas, j'ai l'impression que les billets vont être aux alentours de 200$. Mais c'était remis, ça. C'est un show remis C'est un show 2 fois par l'histoire de la COVID. Exactement. Une fois en pleine COVID, puis la deuxième fois, la tournée était presque finie. Et il y a un gars de Journey qui a pogné la COVID. Je pense que c'est le chanteur. Je pense que c'est le chanteur qui a pogné la COVID. Donc, eux autres, ils viennent. Je ne sais pas encore les prix. Je sais que c'est en vente. Il faudrait que je vérifie. Mais l'autre grosse tournée, la grosse tournée de l'été, ça a été Def Leppard avec Motley Crue. OK? Ils ont rempli des stades partout où ils sont passés. Des stades de baseball, surtout, puis des stades de football, entre autres ceux qui ont des chums, entre autres, pas Carlos, mais plutôt le Dodu, avec notre chum Skeptic, était du côté de Miami, dans le stade des Dolphins. Bien plein. Ticket, pas donné, mais prix correct pour un événement de voir probablement 2 des 4 plus gros bands de l'histoire des années 80. Et là, ils viennent d'annoncer une deuxième tournée l'été prochain. Ils refont la même tournée, mais ils font le tour de l'Europe. Ils s'en vont de l'autre bord, puis ils font le tour, puis ils s'en vont même en Amérique du Sud, donc ils font la même tournée. C'est une des raisons pourquoi ça a été un hit, parce que les gens disaient, OK, ça coûte 250-300$, mais j'ai Def Leppard pendant 1h30 de temps, j'ai Motley Crue pendant 1h30 de temps, j'ai Poison pendant 50 minutes, puis j'ai Joan Jett pendant 45 minutes. Good deal. Ben, c'est le genre de patente qu'il faut que tu fasses. Si tu y vas tout seul, et tu charges 300 quelques piastres, vous avez le droit de dire non. Est-ce que Éric Duhem est stand-by? Il n'est pas avec nous autres. Habituellement, il est toujours avec nous autres. Éric est chez lui. Donc, on va aller lui parler. On va aller se connecter dans les prochaines minutes. Ici même sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Dans quelques minutes, on sac notre camp pour la fin de semaine avec la belle température qui annonce. On va aller prendre une bière. On va manger un steak. Un petit vino. OK. C'est un oui, pour good tout le deal. monde. Mais avant, on a des affaires à jaser. On est chanceux ce vendredi-là parce que ça a été une grosse semaine de retour depuis le retour du Mexique pour Éric Duhem. C'était l'annonce de plein d'affaires cette semaine. Puis, Éric était de retour. Comment étaient les vacances, mon ami Éric? Ça a très bien été. Écoute, une semaine de repos, ça fait du bien. C'est peut-être pas assez, mais écoute, ça se prend pas mal mieux que rien parce que ça faisait que 2 ans que j'avais pas pris une semaine de vacances. Là, fait que ça m'a dit que j'avais oublié ce que c'était. C'est mauditement le fun. J'ai bien apprécié. J'ai vu que tu as mis une photo du ciel avec des palmiers, puis tu as lancé un petit message, mais est-ce que tu as été capable de décrocher de ton téléphone pour vrai? Ben écoute, mon téléphone n'est pas sorti de la chambre d'hôtel. Wow! Fait que c'était ça que j'avais dit avec mon chum. Je dis, gars, je vais l'amener, mais je le sortirai pas de la chambre d'hôtel. Fait que je le regardais le matin là, quand je me levais. Après ça, on allait courir, on allait déjeuner, on allait à la plage, tout ça. On revenait à la fin de journée prendre notre douche avant d'aller souper. Là, je le regardais un peu. On allait souper, puis quand je revenais le soir avant de me coucher, je regardais peut-être. Mais au total, tout dans la journée, si je passais une demi-heure devant mon cellulaire, c'était extraordinaire. Fait que pour moi, une demi-heure, c'est rien. C'est ça. Donc, tandis que toi, tu étais tout le temps sur le téléphone. C'était parfait. Là. Puis en même temps, il fallait que je le fasse aussi parce qu'il se passait quand même des affaires. J'ai jamais vu une après-élection aussi occupée où il y a autant d'affaires qui se passent. C'est comme capoté. D'habitude, après l'élection, ça arrête, mais là... il y a beaucoup de niaiseries. Il y a eu plein de... Ben, tu sais, probablement, c'est sûr que tout le monde a parlé de la distorsion démocratique au lendemain de l'élection. Il y a eu toutes les négociations avec le PQ puis Québec solidaire. Il y a eu la sermentation avec le roi. Là, écoute, c'est l'affaire qui a retenu le plus l'attention. Là, il y a eu hier la nomination au Conseil des ministres. Écoute, ça fait juste 2 semaines et que l'élection a eu lieu, là, puis il y a eu beaucoup de politique. Les journalistes politiques n'ont pas pris de break. Là. Donc, je veux te parler de ça, là, l'histoire de... Parce que même... Moi, c'est rare, là. Ma blonde puis moi, on n'a pas besoin de se parler, puis ça fait 22 ans qu'on est ensemble, et je pense que la raison pourquoi on est ensemble en premier, c'est qu'on se ressemble. Ça arrive très rarement qu'on n'est pas... Puis je dis pas là, qu'on se tire des roches quand ça arrive. Tu es toujours d'accord. On est toujours d'accord, mais... Okay. Moi, toute l'histoire de Éric Duhem qui rentre à l'Assemblée nationale par la porte de côté, j'ai pas ça dans mon ADN. Puis l'autre gang, ma blonde, puis l'autre gang à travers nous autres, parce qu'il y a comme 2 clans, il y en a qui disent, voyons, c'est 530 000 personnes. Moi, regarde, je continue à dire qu'il faut être meilleur, il faut prendre compte qu'il y a eu un résultat, puis on a 0. Moi, je pense que plus rapidement que ce que les gens pensent, il y aura quelqu'un qui va jumper probablement de la CAQ et qui va s'en venir pour le Parti conservateur. Moi, j'aime pas le précédent. À un moment donné, que le système change, je suis pas contre.
Mais en ce moment, le système, on le connaît, les règles, on les connaît, puis c'est tel que tel. Puis moi, j'ai de la misère parce que, tu sais, je me dis, si c'était il y a 5 ans, QS qui avait vécu la même affaire, on aurait été tout le monde à jumper sa table, à dire, hey, pas question, les communistes restaient dehors. Là, pour le reste de l'entrevue, je peux-tu switcher, puis ça peut être ta blonde qui me jase? Ou... Non. ça finirait bien la semaine. Non, mais tu comprends ce que je... là-dessus, là, puis je sais que toi, ta job, c'est que tu veux rentrer au plus sacrant, mais moi, ça, c'est comme mes principes de base. Il y a 3-4 un peu, affaires, je veux dire. D'abord, je suis d'accord avec toi qu'on connaissait les règles du jeu avant que ça commence. C'est pour ça que je suis pas de ceux qui disent que ça prend une réforme du scrutin puis qu'il faudrait qu'on ait 10 députés comme Radio-Canada qui a fait la projection là, de si la CAQ avait respecté sa parole. Qu'est-ce qui se serait passé le 3 octobre? Là? On aurait eu 10 députés selon la projection de Radio-Canada. Moi, je ne suis pas là-dedans parce que je sais qu'elle n'aura pas lieu, la réforme du mode de scrutin. Fait que je ne demande pas qu'il y ait 10 députés là, du Parti conservateur qui rentrent à l'Assemblée nationale. Cela étant dit, après chaque élection, il y a toujours des concessions qui sont faites en fonction du résultat, en fonction du respect de la démocratie. La dernière élection, par exemple, Québec solidaire et le Parti québécois n'avaient pas les 12 députés et le 20 % des votes pour être des groupes parlementaires reconnus à l'Assemblée nationale, mais on leur a concédé par esprit démocratique en disant, écoute, c'est plus une game à 2 parties, c'est une game à 4, les pourcentages ne veulent plus dire la même chose, puis bon, et on va leur donner pareil, puis ils vont rentrer, puis ils vont avoir le groupe. La même chose s'applique avec nous autres. Oui, mais eux autres, il y avait des élus, pareil. Non, mais ce qui s'est produit avec le Parti conservateur du Québec, c'est unique dans l'histoire du Québec. Il n'y a jamais eu une distorsion démocratique aussi grande. Il n'est jamais arrivé qu'un parti ait 13 % des votes et n'ait aucun élu. En fait, l'exemple le plus près qu'on peut trouver, c'est en 1966, le RIN de Pierre Bourgault qui avait eu 6 %. C'est moins de la moitié de ce qu'on a obtenu. Là. C'est la dernière fois qu'un parti politique avait obtenu un fort score, un gros pourcentage de votes et n'avait pas d'élus. À titre de comparaison, Québec solidaire avait 3 points quelque chose % quand ils ont eu leurs premiers élus, leurs premières élections, les 2 premières élections, en fait. L'Action démocratique, c'était avec Mario Dumont, c'était un peu plus de 6 %. Nous, là, il y a vraiment, tu sais, on peut se réjouir, là, 530 000 Québécois, c'est pas rien. Là. C'est du monde en maudit. Bon. C'est quasiment autant que les libéraux, le Québec solidaire puis le Parti québécois. Là. On est tous à 100 000 votes près dans le même slot. Mais il n'y a pas d'élus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élus. C'est ça. Puis fait que ce que je demande, c'est pas rien qui coûte de l'argent aux contribuables. C'est rien qui est exceptionnel. Tout ce que je dis, puis les médias sont d'accord parce qu'ils ont un intérêt, évidemment, à pouvoir nous avoir là, c'est qu'on puisse avoir des points de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, comme je l'avais avant d'avoir 530 000 Québécois en arrière de moi. Okay. Et l'autre affaire, c'est d'avoir un local quand on reçoit du monde à l'Assemblée nationale, puis que je les reçoive à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur des murs. J'ai appelé les chefs de tous les autres partis politiques. Je leur ai parlé au cours des derniers jours. Certains m'ont dit qu'ils nous appuyaient, d'autres m'ont dit qu'ils devaient consulter leur caucus, d'autres m'ont dit qu'ils voulaient négocier l'ensemble de ce qui va être attribué aux partis politiques avant de donner une réponse positive ou négative. Mais j'ai senti une ouverture de la part de tout le monde. C'est loin d'être impossible qu'on l'obtienne. Puis, tu vas me dire, ça change quoi que tu fasses ta conférence de presse dehors ou en dedans? Ben, c'est sûr que cette semaine, je l'ai faite dehors, puis ça ne changeait pas grand-chose parce qu'il faisait beau, là. Mais au mois de février, à moins 25, ça change. J'ai trouvé que les images étaient beaux. Le Parlement, la photo de loin avec le Parlement, c'est beau. C'est très beau. Mais quand il fait beau, c'est beau. Je comprends. Mais à moins 20, je comprends ça, là, tu sais comment il vente les cornets bleus. Je suis certain qu'un gars comme toi, on a une logique qui se ressemble. Je suis certain que tu comprends un peu mon point pareil. Oui, mais je veux dire, je ne demande pas à l'une. Là. Non, je sais. J'avoue que qu'est-ce que tu demandes, c'est pas grand-chose. Oui. J'avoue que si tu ne veux pas rentrer à l'Assemblée nationale, tu veux avoir droit de rentrer dans le Parlement, avoir une place pour rencontrer les médias. Puis si les médias veulent t'avoir en plus, parce qu'eux autres, ils savent très bien que tu peux leur apporter un peu de viande, donc j'imagine que ça peut faire l'affaire. Mais tu comprends un peu le fond. Françoise David et ta blonde sont d'accord avec moi, puis toi, tu n'es pas d'accord avec moi, Jeff, parce que les autres, même Françoise David, elle veut plus que toi. Je suis pas d'accord avec toi, c'est le principe. Oui, mais c'est le principe. Moi, je veux rentrer en winner. Je veux rentrer avec la médaille au cou, puis je veux qu'on rentre comme... La porte de côté, ça n'a jamais été ma philosophie. Ben. Puis, mais il va y avoir une autre façon pour rentrer aussi. Là. Faut mais ça va arriver plus vite que tu penses en passant. Tu me parlais de 2 ans. Ça s'en vient. Moi, je pense que ça s'en vient plus vite que tu penses. Peut-être, mais c'est sûr que je courtise déjà des députés qui sont pas contents. C'est sûr qu'aussi, il va y avoir des élections partielles. C'est jamais arrivé qu'il y ait un mandat où il n'y a pas d'élection partielle. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un député qui, pour des raisons de santé ou pour des raisons idéologiques ou pour des raisons de carrière, va démissionner. Il y a un député qui peut décéder ou être malade. Il y a toutes sortes de... Tout arrive en 4 ans, c'est long. Là, puis 125 personnes, là, c'est du stock. Là. Fait que
il va arriver d'autres choses. Fait que moi, j'ai confiance on va être représenté à l'Assemblée nationale plus tôt que tard. J'ai dit 2 ans, mais tu as raison, ça pourrait même se produire plus rapidement que ça. Ce matin, il y en a même qui commencent à spéculer dans les médias. Là. Oui, je sais que tu as fermé la porte sur Yuri Chassin parce que vous connaissez. Oui. Puis lui, veut pas, c'est le nom qu'on entend le plus. C'est celui qui les idées carrément, les idées qu'on a, il ne faut pas se le cacher. Il a été étouffé depuis qu'il est ministre. Je ne sais pas comment il fait pour accepter ça. Mais en même temps, l'élection vient d'arriver. Il représentait la CAQ. C'est probablement pour ça que les gens ont voté pour lui. Donc lui, il a quand même il a une conscience, j'imagine. Là, il sait que c'est un geste quand même lourd de sens, dans le sens que les gens viennent de voter pour la CAQ. Là. Est-ce que tu penses, puis je sais que tu l'as protégé un peu parce que tu le connais, tu dis hey, je veux pas me commencer à mettre dans l'embarras, mais veux pas, on l'entend de partout, cette rumeur-là. Là. Mais d'abord, je n'y ai pas parlé depuis plusieurs mois. Okay. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu préciser, là, pas qu'il y ait des rumeurs justement qui partent et qui sont non fondées. Deuxièmement, si je commence à négocier avec des députés, je ne vais pas commencer à le faire dans les médias non plus. Tu sais, je pense que ces affaires-là, il faut que ça soit très discret. Là. J'ai parlé à un nombre, tu n'as pas idée à combien de députés j'ai parlé avant que Claire Sanson fasse le saut. Ça a pris entre le moment où j'ai été élu chef du Parti conservateur puis le moment où on était représenté à l'Assemblée nationale par Claire Sanson, ça a pris 2 mois jour pour jour. La dernière fois. Je ne sais pas si ça va être aussi vite cette fois-ci. Cette fois-ci, je me suis dit 2 ans. Fait que je me suis donné un horizon un peu plus long. Tu as raison que ça serait indécent d'une certaine façon, peut-être, de penser ça, là, de trouver que les députés qui traversent tout de suite le lendemain de l'élection, ça va vite. Mais je veux juste te dire que ça n'a pas été long pour le premier ministre de renier ses engagements à certains égards. Hein. Ça a pris moins de temps que ça. Là. Je le regarde ce matin, là, on apprend qu'ils ont nommé, dans les minutes qui ont suivi la nomination du Conseil des ministres, une candidate de la CAQ qui avait été battue, puis ils l'ont nommée sous-ministre. Oh! C'est, la candidate de la CAQ dans la circonscription de Maurice Richard a été nommée sous-ministre hier, quelques minutes après la nomination du Conseil des ministres. Wow! Fait qu'ils ont réuni le Conseil des ministres tout de suite après la cérémonie, puis ils ont nommé une de leurs candidates battues. Ça, c'est le parti qui, pendant des années, était dans l'opposition puis dénonçait les nominations partisanes libérales puis disait que c'était épouvantable, c'était du copinage. Hey, j'ai encore du stock sur ma feuille. Là. Une autre affaire, on ne sera pas d'accord, puis d'autres encore le son, puis ils disent faut qu'Éric ait à toutes les tribunes. Tout. Qu'est-ce que tu as à gagner après l'élection, à 4 ans de la prochaine, d'aller voir des gens qui t'ont ça n'a pas été une bonne game politique, c'est carrément un manque de respect. C'est des termes qui ont été lourds de sens. C'est des gens qui t'ont manqué de respect. Richard Martineau, qui a déjà été ami avec toi, la gang du 93 le midi, qui ont même brassé pas mal ton histoire de taxes alors qu'on a su 3 semaines après qu'eux-mêmes avaient fait pire. Qu'est-ce que tu as en ce moment à aller là alors que tu sais probablement que tu ne gagneras rien et que eux, tu leur fais plaisir, c'est eux qui gagnent plus que toi? Bien, je veux juste finir aussi, parce que j'avais un autre exemple, là, je veux juste finir sur ce que je suis en train de dire. Là. L'autre exemple qui m'a choqué là, par rapport à CAQ qui renie ses engagements pas mal plus vite qu'un député pourrait traverser l'autre bord. Tu as vu cette idée-là là, d'imposer des taxes sur les VUS? Là? Oui. Là, on a appris tout de suite après l'élection qu'ils sont en train d'étudier ça puis qu'ils ont commandé une étude. Ils sont tous en train de faire, alors qu'ils ont dénoncé Gabriel Nadeau-Dubois sur toutes les tribunes pendant toute l'élection, même au débat des chefs. La taxe orange. La taxe orange. Puis ils sont en train de vouloir en instaurer une. Fait que, tu sais, je pense que la plus CAQ, Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est la plus grosse affaire. Puis, l'histoire de Pierre Fitzgibbon hier sur Hydro-Québec, ça devrait être la panique aujourd'hui partout. Là. Puis là, Fitzgibbon qui dit que là, il va falloir qu'on commence. Il est à veille de faire comme en Europe puis nous dire de mettre des cols roulés. Là. Oui, bien, moi, je l'ai prédit. Oui, je l'ai prédit à matin. Qu'on va mettre, dit ce matin. on met le chauffage à plus que 20 degrés, on va recevoir des tickets. Là. À matin, à Radio Pirate Prime, j'ai dit que d'ici 2-3 semaines, on va voir des gars, on va voir le premier ministre, on va voir Dubé, on va voir Fitzgibbon avec des cols roulés. Check bien ça. Ils vont aller chercher le col roulé du gars d'Hydro-Québec du temps. Là. C'est ça qu'ils vont faire. Mais Fitzgibbon a dit quelque chose de pas loin de ça matin dans le journal. Là. Ben, c'est ça qu'il dit. Il dit carrément qu'il va falloir qu'on réduise notre consommation d'énergie pour. Mais ça, qu'en tant que Québécois, là, la consommation d'énergie, c'est du chauffage. Ça veut dire qu'il va falloir réduire notre chauffage. Ouais, c'est ça. Les hivers finissent plus, les printemps n'arrivent pas. Ça veut dire qu'avec le compteur intelligent, puis rajouter à ça les thermostats d'Hydro-Québec que plusieurs ont posés, puis qu'il peut y avoir des conséquences à ça. C'est-à-dire que le thermostat parle au compteur intelligent. Ça se peut qu'à un moment donné, vous pesiez sur votre flèche, vous êtes à 19, vous voulez monter à 20, ça ne monte pas. Bon, là, je vais répondre à ta question. Excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse de quelques secondes. Mais par rapport à ta question pour les médias, je sais que toi et Jonathan Hamel, j'en entends quelques autres aussi dans le parti qui disent ça, là, qui disent que même pendant la campagne, ils trouvent que j'aurais pas dû répondre à toutes les questions, j'aurais pas dû répondre aux médias, j'aurais pas dû être aussi gentil, etc.
Puis ça se défend, là. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres politiciens qui choisissent d'être beaucoup plus agressifs envers les médias ou qui les boudent beaucoup plus que moi. Moi, j'ai fait un choix. J'ai toujours, moi quand j'avais un micro puis je faisais ta job, Jeff, là, je recevais du monde à tous les jours qui pense pas comme moi. J'ai toujours apprécié celles et ceux qui prenaient le temps de venir me voir, même s'ils étaient totalement en désaccord avec moi. Puis j'ai toujours trouvé que c'était chicken. Puis ceux et Non, mais c'est pas un désaccord, c'est des gens qui te manquent de respect. Ils te traitent via nous, ils te traitent de coucou en parlant de nous. Oui, mais Jeff, ceux là, à qui moi je parle, là, c'est pas eux autres. Je parle à leur auditoire. Moi, je manque pas de respect envers le monde. Et moi, je veux parler à ces gens-là. Puis j'ai fait un choix de faire ça. Je pense qu'il fallait. Puis c'était une des opérations de la dernière campagne électorale. Puis au-delà des résultats électoraux, il faut prendre un pas de recul. Là, notre stratégie globale au départ, là, je peux en parler parce qu'on l'a fait, puis on en parle après, pas avant. Là. Mais la stratégie de départ, c'était de normaliser le parti. Okay? Parce qu'on était vus justement comme des espèces de bébites bizarres, pas fréquentables. Et je pense que cet objectif-là, on l'a réussi. Qu'il le veuille ou non, j'étais au débat des chefs, j'ai pas eu l'air d'un Christi fou comme il avait prédit. J'ai expliqué nos idées de façon respectueuse. Je pense que je les ai défendues correctement. Et puis, c'est ce qu'il fallait faire. C'est la première étape. Non, ça, c'est un grand pas. Là. Regarde, on n'enlève rien de ça. On n'enlève rien de ça. C'est juste que... Non, mais ça va ensemble. Le fait d'aller sur des tribunes, tranquillement, le ton va baisser. Ça, c'est le pari que je fais. J'ai peut-être tort. Peut-être que dans un an, je vais dire, Jeff, c'est toi qui avais raison. Là. Mais moi, je fais le pari que en continuant à leur parler, même s'ils m'insultent, même s'ils ne sont pas fins avec moi, à moyen et à long terme, je vais finir par mériter leur respect ou en tout cas, à tout le moins, mériter celui de leurs auditeurs puis de leurs téléspectateurs. Puis c'est pour ça que je continue à y aller. C'est pas parce que je suis en amour avec eux autres, là, je peux te rassurer, là. Mais j'ai une stratégie par rapport à ça, j'ai une politique par rapport à ça, puis je l'applique. Puis j'ai toujours été égal dans ça. Là. C'est très, très, très rare, Jeff, que j'ai refusé. C'est tout en ton honneur, mais moi, c'est parce que ça me ment sacrement. Parce qu'ils ne méritent pas de t'avoir. C'est ça qui m'écoeure. Ils ne méritent pas de t'avoir. Jeff, je te dis pas que c'est facile puis que je suis de bonne humeur quand je vais là puis je suis content d'entendre leurs questions. Là. Je te dis juste que ça fait partie de la game puis j'ai choisi de la jouer à fond puis je l'assume. Tu sais, que tu aies à Paul Arcand, ça me dérange pas. Paul Arcand, je ne suis pas un fan numéro 1 de Paul Arcand, mais oui, il a traité le monde de coucou. Oui, il a fait des comme. Mais tu sais, c'est à la Paul Arcand. C'est plus ou moins... Mais ces gens-là, ceux-là lequel tu es allé voir cette semaine, ça a été les pires envers toi. Puis ils nous utilisent, nous autres, les gens qui sont avec toi, puis qui votent pour toi, puis qui sont fiers de parler de ce que tu fais, etc. Ils nous attaquent, nous autres, pour te descendre. Moi, je trouve ça, regarde, je trouve qu'ils ne méritent pas que tu leur donnes l'attention. Mais je comprends. Je le sais que c'est ça Je sais, puis probablement que tu vas gagner, ce que je te dis. Je pense qu'au bout d'un an, 2 ans, oui, mais je pense que tu vas gagner, tu as raison, mais moi, ça me transperce le cœur quand je vois une patente de même. Des fois, tu sais, en politique, c'est ça qui est tough, là, c'est qu'il faut, des fois, séparer nos émotions de notre raison. Puis, c'est très difficile parce que on est dedans, puis c'est normal, là, on a le sang chaud, là, tu sais, tout. Puis moi, Jeff, on est pareil, là. Tu sais, moi, je suis très... Dès qu'on m'attaque, là, je veux me battre, là. Et c'est nos instincts nous portent à faire quelque chose, mais stratégiquement, logiquement, il faut faire autre chose. Puis c'est un peu ça dans la game politique souvent qu'on a. Là. Des fois, tu es obligé de choisir tes combats, puis tu es obligé de choisir tes adversaires. Moi, mon adversaire, c'est François Legault. C'est pas un média. Puis, vous autres, vous êtes dans une game médiatique. Là. Non, moi, je suis pas une game médiatique contre eux autres. Mais moi, je suis zéro. Ah non, t'as peu, là. Moi, j'ai 55 ans. Il me reste à peu près 10 ans, 15 ans actifs. Là. J'aimerais ça arrêter qu'à chaque jour que je me lève, que j'ai l'impression qu'on veut m'enlever encore une sandwich dans mon frigidaire. À tous les jours que je me lève, j'ai l'impression qu'on veut me l'enlever. À tous les jours. Encore matin, là, tu pourras plus mettre la température que tu veux. T'es pas responsable. T'es pas... À tous les jours. Je veux pas t'enlever le sandwich. Je veux te faire mettre un col roulé. Ben, c'est ça. Ben, quand ça sera pas une sandwich, ça va être un col roulé. À tous les jours, j'ai l'impression de régresser, je vois le vert. Donc, j'ai juste hâte, je veux juste garder les acquis. Au moins, peut-être gagner un peu plus, puis s'en aller par en avant, puis on veut voir le Québec meilleur qu'il était. C'est ça qu'on veut. Moi, j'ai fini la guerre de la radio. Je fais pas ça pour la radio, je fais pas ça pour... Mes abonnés, je les ai. Mes gens qui achètent de la pub, je les ai. Moi, là, ça change rien pour moi.
Mais je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour qu'on soit dans un monde meilleur. Je fais ça parce qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix que de dire au monde de sacrer le camp, ça continue à être de même. Donc, moi, je fais pas ça pour le fun. Là. Je fais ça parce que je crois en vous autres, je crois en toi, je crois qu'on peut encore faire de quoi de constructif avec le Québec parce qu'on a un potentiel énorme, mais on dort dans un système de continuum de marde, puis ça m'énerve. Mon dernier point. Mais je suis d'accord avec toi sur le contenu. Là, c'est pas là. On n'a pas de différents contenu. C'est au niveau stratégique qu'on n'a pas nécessairement la même approche. Puis moi, je pense qu'aussi à se parler, on gagne à se comprendre. Tu sais, regarde, là, tout le monde n'est pas d'accord sur toutes sortes de stratégies. Le gars, on n'était pas d'accord sur le fait que je rentre à l'Assemblée nationale ou pas. Puis avec la discussion qu'on vient d'avoir là, c'est pas mal mieux que si toi puis moi, on avait parlé chacun de notre barre tout seul, on avait expliqué notre point. Je veux dire, tu fais avancer tes idées aussi quand tu les confrontes. Et ça, c'est ça de la politique. C'est pour ça que je veux que nos idées rentrent au Parlement. C'est pour ça que je veux que le Parti conservateur fasse partie du débat quand il y a des débats de chefs, puis qu'on fasse partie des topos quand il y a un sujet qui va sortir dans l'actualité. Tu sais, regarde cette semaine, là, il y avait la nomination du Conseil des ministres. Moi, là, ce qui me scandalisait cette semaine, là, c'était de voir que la priorité de François Legault, là, c'était de distribuer des limousines. La priorité de Gabriel Nadeau-Dubois, c'était de s'assurer que ça soit une femme qui soit présidente de l'Assemblée nationale. Puis la priorité du Parti québécois, c'était de ne pas prêter serment au roi. Moi, ma priorité, là, c'était le monde. Puis je me disais, Christy, on s'en va dans une récession à vitesse grand V. Oui. Puis il n'y en a pas un qui capote parce qu'on est en train de faire monter le nombre de limousines autour de l'Assemblée nationale. Quel message ils ont envoyé cette semaine? Puis là, je parle même pas de qui a été nommé à quel ministère. Là. OK, ça, c'est un autre sideshow. Là. Mais on a cette semaine, c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va réduire la taille du déficit. Là, c'est quelques millions de plus, mais c'est pas grave. L'exemple, il vient de très haut, il vient du top de la pyramide. François Legault, cette semaine, il a envoyé le message, là, « Money's not an issue, on peut continuer à gaspiller, les valves sont ouvertes, let's go, on dépense, on gaspille. » Il a nommé 4 ministres de plus, alors qu'il aurait dû réduire le nombre de ministres de 4 ou de 6. Là. Ben oui, on s'en va en récession. Parce qu'on s'en va dans une récession, on le voit, là, l'inflation, les taux d'intérêt, je veux dire, tous les indicateurs sont dans le rouge, là. Puis lui, il continue à envoyer le message à toute la fonction publique, continue à dépenser comme avant, on peut même dépenser encore plus, on a plus de ministères, on a plus de jobs à donner à notre monde, puis on a plus de limousines à distribuer. C'est épouvantable le message qu'ils ont envoyé, là. Ah oui, c'est carré. Puis il n'y a personne qui a parlé de ça à part moi, là. Personne. Non, le gars du PQ, il n'est pas juste sur le roi, il est sa patente sur le logo de la Royal Bank du Canada. Sur le gilet du Canadien. Sur le gilet du Canadien. Il est là-dessus, lui. Jerry, tu veux parler, Eric? Oui, il y a une affaire qui me chicote. Tu sais, Claire Sanson, quand elle a traversé la chambre pour venir te rejoindre, il y avait plusieurs affaires. La première chose, c'était le rôle. Elle n'aimait pas trop le rôle de député dans un genre de plante verte. Là. On connaît l'histoire de la plante verte. Mais le côté fondamental, moi, c'est ça que j'ai aimé d'elle. Le traitement que le gouvernement avait vis-à-vis les citoyens, elle ne l'a pas accepté, puis elle a décidé de traverser la chambre. Et moi, Éric, ce qui me chicote un peu, c'est de juste ramasser, mettons que ça arrive, là, tu dis dans quelques mois, quelques années, il y a des gens qui traversent la chambre. Les gens qui traversent, c'est juste des bougonneux ou des bougonneuses qui n'ont pas eu de job de ministre. Cette qualité de député-là, est-ce que c'est ça qu'on veut avoir de notre bord? C'est la question que je me pose. D'abord, vous avez vu ce que François Legault a dit à la sermentation des députés cette semaine? Il a dit, puis c'était quasiment clair, il les a pas traités de plantes vertes là, parce qu'il n'utilise pas le vocabulaire puis il ne veut pas donner raison à Claire Sanson, mais il l'a dit en d'autres mots. Il a dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez au caucus, mais quand vous sortez, là, il faut tous être unis, il faut tous dire la même chose. Oui, il l'a dit. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous fermez vos gueules. Il n'a pas dit ça comme ça, là, mais si moi je vous dis, là, regarde, on peut être en désaccord, là, comme gars, toi, puis Jeff, puis moi, on n'est pas d'accord sur ma présence au Parlement ou pas, là, mais si on ouvre le micro, là, tu vas fermer ta gueule puis tu vas dire la même chose que moi, ben non, sinon tu te tais. C'est ça qu'il leur a dit. Là. Fait que le rôle de plante verte, là, c'est pas juste Claire Sanson qui l'a vécu. Là. Les 90 députés ou les 89, parce qu'il y en a un qui décide, là, mais les 89 autres, là, ils se sont fait dire qu'ils étaient des plantes vertes par François Legault cette semaine. Là. Quand tu dis ça, là, moi, je dis pas à mes candidats, là, vous fermez vos gueules quand vous allez parler à l'extérieur de quand vous me parlez à moi. Là. Ouais. C'est pas... fait que ça, c'est la première chose. Pour répondre à ta question, Jerry, là, les plantes vertes là, sont... la façon dont François Legault traite son monde... Mais la question de Jerry, c'est... Si, tu sais, Claire Sanson, elle est arrivée, on était en pleine crise et les droits des gens, elle n'était pas à l'aise avec ça. Pas à l'aise avec mais ça. Là, si, mettons, il y en a un de la gang qui arrive dans 1 mois, 2 mois, le fond
c'est que si on l'avait nommé ministre encore là, c'est que si tu le nommes pas ministre, là, il bougonne, puis vu qu'il est backbenché, il bougonne, là, finalement, on va aller trouver Éric, je vais avoir de la place. C'est un genre d'opportunisme. Mettons qu'un député, puis là, je veux pas nommer de nom parce que ça va repartir d'autres rumeurs, là, mais tu sais, un député qui a une sensibilité un peu plus à droite, parce qu'il y en a à CAQ, là. Il y en a des anciens ADQistes, il y en a des gens qui c'est des conservateurs fiscaux, là. Si ces gens-là se sentent exclus parce qu'ils ont un profil idéologique différent, puis c'est pas des anciens péquistes. OK? Parce que c'est ça qui se passe à la CAQ. Là. Oh oui. Oui, c'est ça. C'est plus la gang du PQ qui. C'est plus les péquistes qui sont en charge. C'est les péquistes qui mènent le show. OK? Puis de temps en temps, il y en a un pour que ça paraisse bien, là, puis montrer qu'ils sont une, entre guillemets, coalition. Là, mais c'est une coalition dont c'est les péquistes qui tiennent les rênes. Fait que si ces gens-là réalisent que parce qu'ils sont pas issus du PQ puis qu'ils n'ont pas cette idéologie-là, qu'ils sont backbenchés, ben je considère qu'ils quittent pour les bonnes raisons. Là. C'est à partir du moment où tu réalises que ta carrière est freinée parce que idéologiquement, tu es trop à droite, ben tu dis, ben si je suis à droite que ça, je vais aller avec le parti qui représente mes idées d'abord. Ouais. Puis, tu sais, démocratiquement, dire que c'est un pied de nez à la démocratie, là, je trouve ça bizarre parce que là, les caquistes disent ça aujourd'hui. Là, ils me répliquent que c'est épouvantable que Duhem fasse du maraudage puis il veut récupérer un député de la CAQ. Ils trouvent ça antidémocratique. Mais le fait qu'on ait 13% du vote et qu'on ait 0 député sur 125, ça, ils trouvent ça très, très, très démocratique, même s'ils ont promis une réforme du mode de scrutin puis ils ont renié leurs paroles. Ça prend des maudits visages à deux faces qui parlent des deux côtés de la bouche en même temps, là. Je veux dire, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la fermière. Là, Éric, mon dernier point, parce qu'on est capable de faire une heure, toi puis moi, sans problème avec Jerry en plus. Je sais. J'ai 2 pieds sur le pouf. On peut jaser, c'est vendredi. OK, parfait. J'avais de m'ouvrir une bouteille de vin, là, je t'en fais. Là, oui, même si c'est le bonheur, c'est pas grave. Hey, là, Joanne Marcotte a fait un bon texte cette semaine. Oui. Parce que tu sais que veut pas. Tu sais, on connaît beaucoup de monde. Je connais même, il y a des gens qui se sont présentés pour toi que je ne connais pas, qui sont dans d'autres régions puis que j'ai jamais rencontrés de ma vie, mais ils peuvent nous rejoindre maintenant plus facilement qu'avant. Donc là, quand il arrive entre guillemets, c'est une victoire. Là. C'est une victoire, tu pars de 1 tu te ramasses à 13, c'est très gros. Sauf que le fait qu'il n'y a pas de député, ben ça a comme fait une douche d'eau froide, puis tu l'as vécu, puis tu l'as senti, puis ça l'a comme... il y en a qui pensaient qu'on allait au pouvoir, tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont tombés de haut le 3 octobre. Ouais, c'est ça, je t'ai énervé un peu, là, mais s'il y avait eu un élu, tout ce qui se passe en ce moment serait probablement pas arrivé. Mais là, en n'ayant pas d'élu, ben ça, c'est sûr que ça brasse un peu plus. Donc là, Éric Duhem n'a pas encore appelé ses candidats. Ensuite de ça, on me dit, puis dans l'article c'est pas vrai, là. Attends, je veux juste dire quelque chose là-dessus par rapport à ça, Jeff. Là. J'en ai appelé à peu près la moitié. Mais tu comprends que j'en ai eu 125, je suis parti une semaine. Puis quand je l'appelle, il y en a que ça dure très longtemps parce qu'ils ont bien des choses à me dire et sont contents de me parler. Puis la campagne, il s'est passé bien des affaires. Donc, tu prends le temps de le faire. Ça prend du temps, puis je veux pas faire ça en 2 minutes et leur dire juste que je t'ai appelé pour te dire que je t'ai appelé. Dossier réglé. L'autre affaire, c'est l'entourage d'Éric. Il y a beaucoup de caribous. Ce que Joanne dit, c'est il va falloir que l'orientation du parti, on trouve dans les prochains mois, les prochaines années, il faut être sûr de quelle est l'identité du parti. Ça veut dire que c'est un parti nationaliste, c'est un parti identitaire. Si c'est ça, il y en a beaucoup qui débarquent. Moi, probablement que c'est sûr que je ne suis plus là non plus. Sauf que dans ton entourage alentour, il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils veulent. Ça, est-ce que tu le sens que ça grenouille alentour? Écoute, parce qu'il y a comme 2 écoles de pensée là-dedans? Non, mais c'est sûr qu'on est comme tous les partis politiques, là, on est une espèce d'alliance, OK? Il y a des gens qui sont là parce que c'est des conservateurs fiscaux. Il y en a qui sont comme moi, un peu plus libertariens. Tu sais, moi, je le sais, je viens de tel là dans le parti. Là. Je sais pas. Après ça, oui, c'est vrai qu'on a des gens qui sont nationalistes dans le parti pour qui c'est plus important l'identité et la question de la langue. Et mais je veux dire, moi, mon rôle comme chef, c'est de faire un équilibre entre ces différentes factions-là. Au Congrès, par exemple, des membres... Est-ce que c'est vrai que dans ton entourage... Moi, je ne connais pas ton entourage. Est-ce que c'est vrai que ton entourage, il est plus caribou que de droite fiscale? Je pense que c'était plus une personne qui visait en particulier, là, puis c'est plus des règlements de compte personnels, mais c'est vrai qu'il y en a dans mon entourage, puis c'est vrai qu'il y en a de toutes les factions. Là. J'ai plusieurs personnes autour de moi, puis plusieurs personnes qui me conseillent sur toutes sortes de sujets, mais ce que je veux te dire, c'est que par exemple, au Congrès des membres, on avait 800 personnes réunies en novembre 2021. Sur l'immigration, là, je me suis fait battre. OK? Moi, je proposais que l'immigration, là, ça monte quand on est en pénurie de main-d'œuvre, puis ça descend quand on est en haut taux de chômage. Oui. Ils ont décidé, eux autres, qu'ils voulaient la position de la CAQ, puis ils voulaient réduire les seuils d'immigration. OK?
comme chef, il faut que tu prennes ça en considération aussi. Là. Il y a un aspect démocratique. La base, elle m'a pas suivi. C'est une des rares affaires. Puis je ne le reproche pas. Là, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Là. Puis moi, je suis porte-parole du parti, puis je suis obligé de défendre les consensus. Fait que, pendant l'élection, je l'ai un peu défendu, mais je ne l'ai pas mis en avant-plan, évidemment. Là. Mais j'ai pas non plus renié ce qu'ils ont adopté. Fait que faut que tu trouves une façon de le faire qui va concilier ça. Puis au prochain congrès, je vais encore revenir à la charge, puis je vais essayer de convaincre les gens du bien fondé de ma position. Je te pose la question à l'envers. Est-ce que c'est possible? Parce que là, veut pas la CAQ. Le gros bout de l'ADQ, quand l'ADQ a eu 41, je pense que c'était dans l'entourage, il y a eu cette histoire identitaire-là. Il y a peut-être que le Parti libéral est en train de disparaître pour toutes sortes de raisons. Il y a peut-être le fait, justement, qu'ils n'ont pas ce côté-là. La CAQ a utilisé énormément, puis encore moi, je pense que dans la campagne, les pseudo-gaffes identitaires n'étaient pas des gaffes. C'était des messages qui étaient présentés sous forme de gaffes, mais ça l'a sécurisé les gens qui visent. Est-ce qu'au Québec, on est capable de prendre le pouvoir puis de continuer à grimper puis à pas être identitaire? Est-ce que c'est un prérequis? Moi, j'ai pas besoin de ça, zéro. Là. Mais je veux dire, d'abord, moi, je suis nationaliste, Jeff. Je le sais. Là, moi, je suis quelqu'un pour qui le français, c'est important. Puis je suis conscient qu'on est une minorité en Amérique du Nord. Puis je suis conscient que si j'ai le privilège un jour de devenir premier ministre du Québec, je vais être le leader politique le plus important de la minorité francophone d'Amérique. Mais pour moi, c'est juste que, puis ça, pour moi, c'est fondamental. Puis dire quelque chose qui va contre ça, pour moi, d'une certaine façon, disqualifies d'être premier ministre du Québec. Mais cela étant dit, pour moi, la solution, c'est pas juste de mettre des règlements puis de taper sur la tête des Anglais. Au contraire, ça a un effet négatif. Moi, je pense que les anglophones sont nos alliés au Québec dans ce combat-là. Puis pour moi, la meilleure façon de protéger notre langue, là, puis là, tout le monde va capoter, puis je sais que je vais avoir des commentaires négatifs, là, mais c'est d'enrichir les Québécois. Un peuple qui est de plus en plus riche, qui a une force économique d'attraction, et normalement aussi quelqu'un qui est capable davantage et plus facilement d'imposer sa langue. Et pour moi, là, je concilie mon conservatisme de cette façon-là. Puis l'autre affaire, c'est qu'en tant, moi, je te l'ai dit tantôt, j'ai un petit penchant libertarien. Pour moi, les libertés individuelles sont importantes. Le respect des droits civiques, c'est important. Les anglophones, c'est une communauté historique au Québec. Elle a des droits sacrés. Puis c'est pas vrai qu'on va marchander ça pour faire de la politique, pour essayer de scorer des points politiques. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas allé en politique pour faire ça. Fait que c'est pas, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus clair que ça. Là. Mais c'est un problème pareil. C'est un problème pareil parce que je le sens que ça va être un gros débat. Ça va être le débat. Le nationalisme, moi, j'ai pas de misère avec ça. Je pense pas que personne n'a de la misère à ce que... pour moi, le nationalisme, c'est le français en premier, mais j'aimerais ça qu'on soit capable aussi de se défendre. Puis moi, ça inclut une forme de bilinguisme. Puis ça me fait chier quand on fait semblant qu'on va voir les Anglais puis on leur dit, au Québec, il y a une langue. C'est pas vrai. Le Québec a été bâti avec 2 langues. On se fait des accroires. Puis on aurait tous intérêt à ce que les anglophones soient excellents en français puis que nous, on soit excellents en anglais, puis on va la garder, notre langue. Moi, je l'ai, ce côté nationaliste-là. Mais c'est le côté caribou sur l'immigration et toutes ces patentes-là. Moi, je suis pas là-dedans. On m'a déjà étiqueté là-dedans. On a déjà essayé de m'amener là-dedans. J'ai jamais été. Puis je sens que ça fait réagir beaucoup de monde. Puis il y a 2 groupes. Puis je sais, c'est le Québec, là. Je veux dire, vous représentez carrément ce qui se passe dans le Québec. Tu mets 100 personnes dans une salle, au hasard, puis tu vas te ramasser qu'avec 75 % de gens qui ont probablement des réflexes qui ressemblent à ce que le premier ministre du Québec dit à l'occasion. Puis il y en a 25 % qui vont être un peu comme moi, ou comme Jerry, ou probablement comme toi, ou nous autres, on dit, regarde, tant qu'on a besoin de monde pour grossir la place, les gens qui ont peur des gens qui arrivent d'ailleurs, là, si votre maison, si votre bungalow que vous avez payé 8 000 vaut 350 000 aujourd'hui, souhaitez que des gens comme ça rentrent dans la place beaucoup, parce que ça se peut qu'il n'y ait personne pour acheter votre maison si ça continue. On a besoin de se diversifier, on a besoin de ces gens-là, pas juste au niveau économique, mais le fait aussi au niveau démographique. On est une société qui est en train de disparaître si on ne fait pas quelque chose. Puis, tu sais, quand tu as la chance de faire une tournée des régions comme j'ai eu la chance de le faire depuis 2 ans, là, tu te rends compte d'une chose, c'est que le visage du Québec, puis là, je te parle pas de Montréal, là, puis je suis pas dans le West Island de Montréal ou c'est la rue Saint-Laurent. Là. Je te parle là, quand tu es dans le fin fond d'un village, dans une petite shop, là, dans le fond du rang, là, puis tu arrives là, puis que l'agriculteur ou l'entrepreneur, là, il te présente ses employés, puis il y en a 2-3 qui sont pas issus, là, sont issus de l'immigration très récente, là, puis qui sont en train encore d'apprendre le français. Là. Et ça, là, c'est la réalité dans tous les villages, Jeff. Oui. Il n'y a pas une place que j'ai pas visitée que c'est pas ça. Là. Et ces gens-là, là,
il s'assimile pas à l'anglais, là. C'est pas vrai que quand tu es à Montmagny, là, tu t'assimiles aux anglophones, là. Je veux dire, puis ces gens-là, on en a besoin, là. Nos entrepreneurs payent des 15, 20 000 25 000 pour les faire venir chaque, là. Puis s'ils sont pas là, économiquement, on va couler, là. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi concilier ça. Il faut arrêter de penser moi, si on parle d'immigration, c'est de ça, là. C'est juste les Anglos, là. Ben, c'est ça. L'immigration, c'est de ça qu'il faut parler. C'est que, en réalité, les gens, ils ont besoin. Puis je sais que tu marchais sur de la glace. On a parlé vite pendant la campagne. Puis je sentais que c'est pas un sujet avec lequel tu étais nécessairement à l'aise parce que c'était pas nécessairement tes idées à toi. C'était l'idée que les membres ont voté, puis on le sent. Mais je veux dire, dans le fond, les leaders des PME, même des plus petites des PME, des petites shops familiales, souvent, ils ont un employé ou deux, ils sont même pas capables d'en trouver un. Ils essayent d'avoir des gens qui les aident, ils essaient d'avoir des fonctionnaires qui les aident, ils sont en train de s'occuper de réfugiés ukrainiens, etc. Donc, il y a des drames économiques qui jouent, il y a des business qui ferment par manque de main-d'œuvre. Puis on est là à se demander, c'est-tu 30 000, c'est-tu 40 000, c'est-tu 50 000? Je vois le vert, arrêtez ça, là. Même 30 000, les fonctionnaires ne sont pas capables de faire les papiers parce qu'ils sont à la maison puis ils n'ont pas l'air de travailler fort fort. Il y a un vrai drame, puis personne n'ose en parler parce qu'il y a comme un malaise, puis c'est pour ça qu'on fait parler de nous autres dans le New York Times, on fait parler de nous autres dans le Washington Post, puis pas d'une belle manière en passant, là. Non, tu as raison, là, c'est quelque chose qui est problématique. Puis à toutes les fois que je rencontre des entrepreneurs dans les régions, là, ils me parlent toujours, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, c'est le sujet, là, puis ça va pas changer, là. Et ce sujet-là, il est relié à l'immigration, qu'on le veuille ou non. C'est pas la seule solution en passant, là. C'est ça aussi, c'est vrai, là. Il y a d'autres solutions, là. C'est de continuer à donner des crédits d'impôt pour faire travailler les personnes plus âgées, par exemple, comme ce qu'on proposait. C'est une autre solution aussi. Ça va prendre un ensemble de solutions. C'est pas juste une solution qui va régler la pénurie de main-d'œuvre, la robotisation. Il y a plein d'affaires qui vont se produire. Mais l'immigration est certainement une de celles-là. Puis tous les entrepreneurs qui sont face à ce défi-là puis qui essaient d'avoir des travailleurs étrangers me mentionnaient tout ce que tu viens de dire, Jeff. Ils me parlent tous des problèmes bureaucratiques qu'ils ont, autant que le gouvernement fédéral que le gouvernement du Québec. Exact. La longueur, le tatouinage, ils sont paniqués. Eric, ils sont paniqués, tu sais, tu les as rencontrés. Ils sont carrément paniqués. Tu sais, je veux dire. Puis on essaie on a l'impression pendant les campagnes électorales que c'est le bout qui peuvent nous écouter, qui peuvent écouter les gens qui ont besoin. Puis là, c'était comme un sujet explosif, évité d'un bord et de l'autre parce que, c'est ça, parce que ça l'est. Ça l'est. Puis ça, je trouve que ça fait pas très mature comme société, alors qu'on devrait être capable de s'en parler autrement que juste avoir peur de disparaître. Il y a un élément générationnel aussi là-dedans, Jeff. Ça, je l'ai senti. C'est sûr que, à cause de ce que je t'ai dit tantôt, là, il y était une époque où effectivement l'immigration, là, c'était une affaire quasi exclusivement montréalaise. Puis c'était toute la question de la langue puis l'assimilation aux anglophones de la part des nouveaux arrivants. La question aujourd'hui est plus complexe et plus diversifiée que ça. Les jeunes ont été beaucoup plus en contact avec des nouveaux arrivants. Ils ont beaucoup plus de connaissances francophones qui viennent de l'étranger. Fait que je pense qu'il y a un aspect de génération qui est aussi derrière ce débat-là. Puis ça explique pourquoi il y a un malaise quand on en parle. Hey, Eric, je te laisse là-dessus. Bon week-end. Là, tu peux ouvrir ta bouteille de vin si tu n'avais pas passé l'ouvrir. Merci. Puis, regarde, repose-toi pareil, là, parce qu'il y a beaucoup de travail encore. Ah oui, mais regarde, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas y aller trop vite. Là. On a du temps. Là. Contrairement à il y a 1 an, quand je suis arrivé à la tête du parti, là, on a du temps devant nous autres, puis on va en profiter, on va prendre le temps de faire les choses correctement. Yes. Puis moi, je veux dire une affaire. C'est pas parce qu'il y a des sujets sur lesquels... Ça m'a énervé. On soulève quelque chose sur les réseaux sociaux, puis je l'ai dit hier. Et là, il y a des gens déjà qui ont les bras à terre. Arrêtez ça, là. C'est un marathon, cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, c'est un marathon, et puis c'est juste un début. Puis on a des choses à... Il faut être meilleur. Faut être meilleur. Faut plus qu'il arrive... professionnaliser, Jeff. Exact. Faut plus qu'il arrive des fois comme dans Beauce, là. Ça, faut plus que ça arrive jamais, là. Ça, c'est clair. Là. Donc là, vous allez avoir du budget. Vous allez être capable, vous avez des décisions importantes parce qu'il faut mettre le bon monde. C'est bien beau de dire on a du budget, mais ça prend des gens qui ont un peu d'expérience, ça prend des gens qui ont de la poigne. Donc, c'est tous des défis qu'on a parce que quand tu arrives avec un nouveau parti, des gens d'expérience, par définition, tu en as moins. Oui, il arrive souvent d'un autre parti. Puis c'est ça. Puis là, ça crée d'autres problèmes. Après ça, tu as... Mais il y a... Comment je te dirais ça? Le défi de la professionnalisation, là, c'est aussi que, tu sais, quand les gens sont arrivés, puis il y avait une grogne, puis il y avait comme un enthousiasme, puis tout le monde se rassemblait autour de nous autres, puis on a été très chanceux, là. Il y a eu un gros buzz, là.
Mais à partir de maintenant, là, il faut aussi commencer à dire, regarde, on n'est pas juste un mouvement de contestation, là, on est un parti politique avec une ligne idéologique, on a un programme de centre-droit, puis il faut l'expliquer, il faut le vendre, il faut convaincre les Québécois. Ça va être beaucoup plus pédagogique, le travail qu'on a à faire dans les prochaines années. Là. Merci, Éric. Bon week-end. Puis Merci, on a hâte de ciao. te voir. Salut, bye. Éric Duhem était avec nous autres sur Radio Pirate Live. On revient dans un instant avec... on est sur la boîte à Pids? Oui. Oui, on a la boîte à Pids? Oui, monsieur. OK, parfait. La boîte à Pids après. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. La boîte. Pizza. La boîte. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Tu l'aimes, ce thème-là? Ah, je l'aime. Je l'aime. Moi, c'est quand Jerry dit lui-même sa boîte. La boîte. La boîte. Mais là, faut pas que tu te mêles. C'est pas la poubelle à Jerry. là. Non, je sais. J'ai tout mêlé, moi. Pendant la pause, on est prêt pour la poubelle. Non, la poubelle à Jerry. La poubelle à Jerry. N'existe pas, la poubelle à Jerry. Ben, Ben, existe, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas en ondes. Non, exact. Il y a un peu de boursicotage. Ouais! Une coupe de petites patentes. On aime ça. On adore le boursicotage. Snapchat, l'an passé, à peu près à la même date qu'on est là présentement, Snapchat, les actions étaient à 77 $ à la bourse. Aujourd'hui, on tasse le point. On tasse 7 C'est 7,70 $. Bon, on fait juste tasser le point. Mais c'est quoi qui se passe? Ah, les revenus sont Mais ça un va-tu peu tout en tomber, hausse. ça? Ça va-tu... Ceux qui vont tomber, Jeff, ceux qui vont n'arracher puis peut-être se faire racheter pour une pièce. En fait, ça va être des faillites, là, en réalité. Là. Mais c'est ceux qui ne font pas d'argent. Non, mais t'as peu. Mais les compagnies C'est quoi les techno... revenus? C'est quoi les revenus de Snapchat? Tu dois les avoir quelque part? Snapchat, je vais te dire ça. Oui. Parce que ce matin, ou hier, je pense que c'est hier en fin de journée, Elon Musk a dit, il n'y a pas une journée sans nouvelle avec Elon Musk? C'est une pomme par jour, une nouvelle de Musk par jour. Oui. Donc, mais c'était pas sur Tesla, c'était sur Twitter. Il dit, moi, j'achète Twitter. Puis il dit, la minute que la transaction est finie, ils ont 8000 employés. Ah oui. J'ai 75 % des employés, j'ai sac dehors. Oui. En deux shots. Là. Un premier bloc, puis après ça, un autre bloc d'employés l'année prochaine. Exact. Goodbye. Il va en rester 2000. Mais tu sais, Snapchat, les revenus, c'est quand même 4,5 milliards. Et c'est pas rien, les revenus, là. C'est une machine tu peux de guerre. pas arriver avec 4,5 milliards de revenus. Ils ont perdu 830 millions l'année Mais prochaine. non, ça peut pas, là. Ça peut pas. C'est mal géré. C'est des gens qui ont été dans l'abondance toute leur Voilà. vie. C'est du Beaucoup monde. de joueurs de ping-pong. Ben oui, t'as beaucoup de monde qui travaille au département des ressources humaines. Là. Oui. Ça braille, ça braille, ça braille. braille. Ça va être tout du monde à 80 000 par année, des jeunes de 30 ans. Ça arrive à 10 heures avec un milkshake dans les mains, puis ça Oui. repart à 2 heures. Là. C'est ça. Ça fout rien de la journée. C'est ça le problème de l'économie actuelle. C'est le problème d'économie. J'en suis convaincu. Le monde ne travaille plus. Ils ont Le des monde jobs, travaille ils ont des gros salaires, mais productivité zéro open bar. 32 heures, ils en ont quasiment peur. Ben oui. 32 heures. De quoi tu parles? Là? 32 heures. Non, 32. Moi, c'est quasiment du 28 heures. Ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas de chez eux. Là. Oui, c'est ça. Ben, ils travaillent beaucoup de chez eux. En fait, c'est 32 heures, mais il y a quasiment 2 heures qui sont pas à leur poste. Parce que travailler, là... Ma femme est là-dedans, là. On s'entend-tu que... il a travaillé, c'est une chose. Mais faut que tu sois à ton poste. Tu peux pas travailler quand tu joues au ping-pong. Tu peux pas travailler quand tu es à la pompe à bière. Tu peux pas travailler quand tu es en train d'arroser tes plantes dans une espèce de mur végétal. Tu peux pas travailler quand tu t'as pris une pause. Tu peux pas travailler quand tu es parti chercher de l'eau. Tu peux pas travailler quand tu gosses du café. Si tu vapotes aussi. Puis quand tu vapotes. Ça, c'est toutes des 10 minutes, des 15, des 20, une demi-heure. En réalité, tu as travaillé en journée 3 heures. Là. Exact. La vraie histoire, c'est ça. Ah oui, c'est carrément ça. La vraie histoire. Si on leur met, Voyons, Jeff, si on leur met une carte. Tu peux pas. Hey, t'as peu, là. Une carte de punch. Quand tu vas chez un café, tu punches.
Ça ferait un crise de saut. Là. Mais t'as 4 000... Moi, je dis qu'il ne travaille pas 3 heures dans T'as une journée. 4 000 millions d'argent qui rentrent dans le compte de banque. Puis t'as des investisseurs qui se sont fait déculotter parce que tu gères mal. Excusez-moi, les dirigeants de ces compagnies-là, il faut que tu les sacs en prison. Oui, mais tu regardes Evan Spiegel, il a le sourire d'en face à la journée longue. C'est-à-dire, à un moment donné, je comprends. Tu sais, ce monde-là, un peu licorne, à un moment donné, ben c'est là qu'ils sont frappés. Là. Ben là, ils sont frappés. C'est qui est frappé? C'est le clodo qui a acheté les actions sur les 17 piastres. Exact. C'est ça. Bonjour. On se reparle plus tard. Là, ça va, à un moment donné, ça va prendre des profits. À un moment donné, ça va crier. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va crier dans ce genre de compagnie-là. Mais de la face, c'est ça l'histoire aussi. Pourquoi que le stock plante encore un autre 30 là. C'est-à-dire, à un moment donné. Mais c'est les prévisions macroéconomiques. C'est Spiegel qui le dit lui-même. Il dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hein? Les autres, ils marchent avec la pub. Là. C'est-à-dire, les autres, ils marchent avec la pub. Donc, c'est pour ça que Snapchat... Si vous êtes intéressé, les actions sont à 7 piastres et quelques aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, mais c'est justement ces compagnies-là, techno, on va les mettre en parenthèse. Là, c'est-à-dire, techno, c'est très, très large comme compagnie. Là, mais ces compagnies techno-là, ça veut dire qu'ils... C'est pas juste une bulle. Il y a une logique, mais cette logique-là, là, cette logique-là, elle vient toujours te rattraper à un moment donné. Mais c'est arrivé avec Facebook. C'est-à-dire, Facebook, quand ils sont rentrés en bourse, ils ont fait rire d'eux autres. Le gars qui a tout pète, là, il a fait rire de lui. Là. Mais Facebook, il ne faisait pas d'argent. À un moment donné, ils ont fait de l'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent. Je ne dis pas que là, le chemin de Facebook est bon, parce qu'ils ont pris des risques puis ils ont fait toutes sortes d'affaires bizarres. Mais je te parle du début à la bourse jusqu'à temps qu'ils fassent des milliards de dollars. Mais à un moment donné, tu fais des profits. Et Snapchat ne fait pas de profit. Hey, faut que je te parle d'une autre compagnie, mon petit boursicotage, mais est-ce que vous autres, vous êtes des amateurs de boîtes? Ben, la boîte de Jerry. Non, mais la boîte à pizza aussi. La boîte à pizza, c'est le fun, parce que tu as une pizza dedans. Oui. Mais boîte, marché Good Food, exemple. Ça va pas bien, les autres? Ou Hello Fresh, exemple. Mais ça n'a que ça marche pas pendant tout. Non, tu veux des actions en bourse, sont à 39 cents. Donc, mais non, mais on a annoncé que ça allait tout être ça qui allait gérer le monde, là. C'est ça. Oui puis non. Moi, j'ai jamais cru. Quand j'ai vu le prix des aliments, je vais dire, arrête ça, là. Voyons, ça peut pas tenir, là. C'est plus cher qu'au restaurant. Ben, c'est... Il faut que tu le cuisines toi-même. Ben, en plus, il y a comme un bout de fête, je comprends, là, mais effectivement, il faut que tu le fasses toi-même. 1000 piastres investis dans Good Food Market il y a 2 ans. 1000 $, il vaut 30 piastres. Oh! Ça donne un petit coup. Tu n'as même pas de t'acheter une boîte. Mais l'affaire, c'est que... tu peux pas t'acheter une boîte. Mais eux autres se sont embarqués dans le service rapide. Tu commandes, ils viennent de le porter quasiment tout de suite. Tu sais, un genre de service rapide. Là, ils vont enlever le service rapide, c'est ce que je comprends. Et comme tu viens de dire, Jeff, il y a une question de mode là-dedans. Je comprends. Ah, les jeunes, ils aiment ça, ils reçoivent des boîtes. À un moment donné, ils se mettent à calculer, puis là, ils disent... Ouais, les boîtes, c'est le fun parce que le produit est extraordinaire. T'sais. Les petits cartons de couleurs avec les recettes, les beaux produits dans la boîte. C'est extraordinaire. C'est le fun, là. Mais il y a un côté un peu luxe à ça. À un moment donné, ben, tu dis, je vais aller m'acheter des pâtes puis je vais me faire une sauce à spaghetti. À un moment donné, il y a une espèce de logique qui vient embarquer. Puis aussi de la compétition. Hello Fresh, c'est le gros de leurs compétiteurs. Hello Fresh, c'est des Allemands, ça. Hello Fresh, ils sont dans 5 ou 6 pays. C'est 6,8 milliards de revenus. Puis HelloFresh font des profits, eux. C'est ça l'histoire. Sauf que HelloFresh aussi à la bourse, là-bas à Francfort, en Allemagne. Ils en mangent une maudite autour. Mais c'est l'avenir de ce type de produit-là. Il va rester quoi, là, des technos? Il va rester Apple, il va rester Amazon, il va rester pas grand-chose, ça? Il va rester ceux qui font de l'argent. À un moment donné, il faut que tu fasses des profits. Ben oui. C'est normal. C'est comme ça. On se part une entreprise. On se part quelque chose. Moi, puis Jeff, on sait que pendant une couple d'années, on n'en fera pas. On se part là, un comptoir de pointe à pizza. On sait qu'au début... Enfin, il a compris. Oui. Au début, on a de l'investissement. Parce qu'on a de l'investissement à faire. Mais à un moment donné, c'est le fun qui en reste dans la caisse. Puis, by the way, Jerry, arrête de manger en travaillant. Parce que tu manges des profits aussi. Il y a tout ça là, à checker. Ouais. Lâche le pepperoni. Ça coûte cher. Oui, Jerry dans le pepperoni. Il faut que je te parle de... Il y a une série... Netflix... Netflix, là,
ils vont toujours nous surprendre à un moment donné. Il y a des affaires super le fun. Et là, Netflix, je pense que c'est à la fin du mois d'octobre. Ma date, je vois de mémoire, là, je peux me tromper, je pense que c'est le 26. 26 octobre, il va y avoir un documentaire sur Netflix sur Carlos Ghosn. Qui est Carlos Ghosn? C'est l'ancien grand boss, le CEO de Renault, Nissan, Mitsubishi. Le gars enlevé, monnaie, là. Ouais, c'est ça. Mais l'histoire, je fais ça très, très simple, là, très, très basic. Mais je pense que le documentaire va être le fun parce qu'on l'a pas eu. On a des renseignements par rapport à ça, mais là, faire un documentaire Netflix sur son histoire, ça va être intéressant. Lui, c'est un gars qui est parti de rien, mais il est monté. À un moment donné, il est venu grand boss. Et le gars, il y avait un côté un peu méga star. Dans ça, il faisait beaucoup de conférences de presse, d'un show de char, il était là. Le gars, il était très, très présent. À un moment donné, genre de petite enquête, parce qu'eux autres, quand tu dis Renault, Nissan, Nissan, c'est quoi? C'est japonais. À un moment donné, les Japonais, Nissan, la gang au Japon, parce qu'ils étaient unis. La gang au Japon, ils disent ouais, il y a des choses bizarres dans les chiffres. Hop, check les chiffres. Hein, il y a des affaires bien bizarres dans les chiffres. Check les chiffres. Donc, il y a de l'argent de la compagnie qui sort. Hein? Je fais ça simple. Là. L'argent sort. Là, la gang de Nissan, elle dit hey, wow. C'est quoi ce problème-là? À un moment donné, il y a eu des accusations contre Ghosn parce que lui, il y a du fric qu'il prenait dans la compagnie pour personnel. Le gars, il roulait. Là. Il y avait des maisons partout dans le monde. Puis, le gars, il roulait d'aplomb. Là. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Allô, les menottes? Le gars, il a fait 6 mois de prison au Japon. Les Japonais n'ont pas aimé ça du tout. Là. La gang de Nissan n'a pas aimé ça pas tout. Mais là, lui, il a fait de la prison. Et là, il est sorti de prison. Il était au Japon, mais il n'avait pas le droit de sortir du Japon. Mais il y avait un genre de watch dessus. Un genre de garde à vue, on peut dire. Donc, il n'était plus en prison, mais il était en garde à vue dans son appartement. Overnight, boum, le gars disparaît. Hein? Il est où? Il est au Liban. Oui. Le gars, il est sorti du Japon dans une boîte. Tu sais, les grosses boîtes de musique, là, tu sais, quand il y a des tours, des shows, là. Il y a toujours une boîte. Oui, le bonhomme. C'est la boîte à musique qui dit. C'est de la boîte à musique. Mais dans la boîte à musique, il y avait un gars. Fait que lui, il y a eu une espèce d'escadron, si je peux dire. Le monde sont partis, incognito, sont partis au Japon. Ils ont mis le bonhomme Ghosn dans une boîte. Ils ont réussi. Là, pour vrai, le gars était dans le soute à bagages. Le gars était dans le soute à bagages, dans la boîte. Il est débarqué en Turquie. Puis en Turquie, il a pris un autre avion pour le Liban. Pourquoi qu'il va au Liban? Parce que lui, il a des origines libanaises. Et la face, c'est qu'au Liban, il ne peut pas se... Si le Japon dit « Non, Ghosn, on veut l'avoir », le Liban dit « Non, nous, on ne veut pas affaire avec vous autres ». Donc, Ghosn, il vit au Liban présentement, bourré de cash. Il aurait pu mourir dans la boîte. Non, mais il dit qu'il n'y a pas eu de problème. Non, c'était frais. Il a trouvé ça frais, mais il n'y a pas eu de problème d'oxygène dans la boîte. Mais cette série-là, c'est pas de série, c'est un documentaire. Le documentaire, là, il va être vraiment le fun. C'est une date? Non. Oui, c'est le 26. Le 26. Donc c'est la semaine prochaine. Donc, c'est mercredi prochain ou quelque chose comme ça. Ça m'intéresse, ça. Oui. Ça, c'est toute une histoire d'un gars qui a abusé. Là, lui, il dit qu'il n'est pas coupable de ça. On s'entend-tu, là? Regarde, je veux pas. Mais c'est l'histoire du gars dans la boîte qui est quand même spéciale. Il s'est sauvé du Japon sans que personne le voie. Non, c'est... faut que tu passes toute la sécurité. Il a dû avoir du monde payé quelque part pour laisser passer la boîte. C'est sûr. Et tu sais, il estime la fortune de Ghosn, OK, avant la boîte, il valait à peu près 120... Il estimait entre 120 et 140 millions de dollars. Mais ça, à un moment donné, le gars, je comprends que le gars, il est CEO, là, mais ça veut dire il y a un salaire, là, l'affaire, mais le gars, il s'est enrichi quelque part. Il y avait des maisons partout. Là. Mais en ce moment, il estime sa richesse à peu près à 40 millions de dollars. Donc, le gars, pour sortir du Japon, tout le fling-flang de madame. Là, il est installé au Liban. C'est vrai qu'au Liban, il fait très beau. Au Liban, avec 40 millions, tu fais un beau tour aussi. Là. Il n'est pas dans la merde présentement, sauf que je pense qu'il ne peut plus sortir du Liban. Hey, l'autre histoire. Ou un autre. J'en ai des histoires. On aime ça le vendredi dans la boîte à pizza. Ça, c'est des boîtes à pizza. Ça, là, c'est vraiment une pizza très louche. Là.
Et quand tu ouvres la boîte, tu regardes la pizza, tu penses que c'est un bar garni, puis l'autre bar, c'est quoi? Goodzy, je te dis pas tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment bizarre. Mais c'est quand même pas pire. L'histoire du gars, avez-vous ça passé? Le champion d'échecs. Il y a une série télé, justement, sur Netflix. Tu sais, la fille, là, championne d'échecs. Là. C'est un monde quand même passionnant. Pourquoi? C'est du monde vraiment bizarre qui joue aux échecs. C'est du monde avec un style, c'est du monde spécial. Là, là on dirait que c'est des grands maîtres. Toutes sortes de trucs pour gagner. Là. Oui. Mais as-tu vu le truc du gars? C'est quoi? C'est. Non, mais ça, là. C'est pas prêt, là. Non, c'est pas prêt. Le gars, OK. Un des grands maîtres d'échecs. Il y a eu un tournoi d'échecs à Saint-Louis, Missouri. Un des grands maîtres, M. Carlson, Magnus Carlson, lui, il joue contre un gars qui n'est pas classé. Parce que quand tu fais un tournoi comme ça, il y a les grands maîtres qui arrivent là, il y a comme, mettons, les deuxièmes divisions qui sont là, mais tu as des gars no-name qui viennent, des bons joueurs d'échecs, là. Des bons joueurs, mais ça veut dire... Et le no-name, Hans Niemann, 19 ans, joue contre un grand maître. Il bat le grand maître. Hein? Ça, c'est rare, ça arrive, là. Ça, c'est très, très rare, ça arrive. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Mais là, il y a une patente qui sort sur les réseaux sociaux. Regarde, c'est partout. C'est comme une traînée de poudre. Ils disent que Niemann a été aidé pendant qu'il jouait aux échecs contre le grand maître. Là, tu dis aidé. Eux autres, ils arrivent là, OK? Il n'y a pas un écouteur dans l'oreille. Là. Pas se comprendre là-dedans. Il arrive là, lui, il est en chemise, il est devant un autre en train de jouer aux échecs. Là. Comment il peut être aidé, ce gars-là? Excusez, là. Le gars aurait mis dans son anus. Un cocombe. Non, pas un cocombe. C'est on a vu dans la vidéo hier. Non. Okay. Un appareil sexuel. Ça peut être une espèce de bâton ou des boules chinoises ou quelque chose. Il s'est rentré dans le péteux. Quelque chose où il recevait à distance. Le gars, déjà, c'est un très bon joueur. Là. Le gars, c'est un gros joueur. Mais ça ne se compare pas au grand maître. Et le gars, en jouant contre le grand maître, il recevait des genres de messages. Hein? Il y avait des codes. Des genres de codes. Ouais. Oui. Et les codes, ils disaient quoi faire. Avec des signes qu'il recevait par le péteux. Voyons, Arrête! Mais là, il y a une petite vibration anale. Ah oui, il y avait le code Morse dans le derrière. Mais le problème, c'est que le gars, aujourd'hui... Il s'est mis à jouir. non, OK, non. Non, aujourd'hui, il dépose une poursuite en diffamation contre tout le monde qui ont parlé contre lui. Oh! Regarde, le tournoi, le site chess.com. Chess.com. Oui, hein? Le gars, il poursuit tout le monde pour 100 millions. C'est une grosse poursuite parce qu'il dit, c'est pas vrai, j'ai pas été aidé pantoute. Nous autres, on parle pas contre lui, là. Donc, ça reste un mystère. Est-ce que le gars a été aidé par des boules chinoises qu'il y avait dans le derrière? Hey. Mais ça, c'est très mystérieux, pareil. Mais j'adore ça. Hey, ça fait boire ta pizza du vendredi, pas à peu près. Ça, c'est du... Ça, c'est beaucoup d'ananas sur le pepperoni. Là. Oui, mais ça. Thank you, man. Yes. Oh, regarde, c'est toi. Poubelle à Jeff. Toxique. Après, OK. Juste pour finir, avant de s'en aller pour le week-end, avec la pelle. Dis-toi le mot pelle dans la tête. La belle température. Jeff Fillion. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. La poubelle à Jeff. Toxique. La poubelle à Jeff. Toxique. La poubelle à Jeff. Oh! Toxique! Toxique. OK. Bon, on commence. J'en ai parlé matin sur Radio Pirate Prime. Donc, ça vous tente de vous joindre. On fait quasiment 2h30. Il y a des fois qu'on fait 2h45 sans pub. On était avec Carlos de Punisher ce matin. On a fait quelques minutes avant parce qu'on commence très tôt le matin, avant que Carlos se joigne à nous. Puis, je vous ai parlé de petites affaires à écouter en fin de semaine. Je sais qu'on a énormément de sport. On a du hockey, regarde, je ne ferai pas la liste parce que ça finit plus. Là. Il y en a tellement, c'est l'enfer. Mais je sais que des fois, les madames sont tannées. Là. Ils s'en vont dans une autre pièce et ils écoutent d'autres choses.
Mais des fois, si vous voulez être avec les madames, peut-être qu'ils vont aimer ça aussi, à moins que vous soyez juste le seul amateur de musique dans la gang. Mais si vous êtes membre Paramount+, on entend parler beaucoup de Netflix, on entend parler beaucoup d'Apple TV, de Amazon Prime Vidéo, ensuite Disney+. Mais sérieusement, un des gros joueurs qu'on devra surveiller dans les prochaines années, puis Carlos en avait parlé, je pense, au printemps, c'est Paramount+. Et Paramount+, ça appartient à CBS. Et il y a 1 an, ils ont lancé quelque chose. Regarde, des fois, on aime ça, les affaires de musique, puis j'ai découvert ça, donc je vais essayer de le trouver, mais j'ai surtout lu là-dessus, j'ai vu des bouts, et c'est sorti il y a quelques mois. Mais vraiment, c'est très bon. Ça s'appelle Under the Volcano, OK? Under the Volcano, pour les gens qui aiment la musique, c'est le producteur des Beatles, George Martin, qui trouvait que avant, aujourd'hui, bon, avec l'informatique, les gens ont des studios à la maison, puis tout le monde enregistre leurs affaires chez eux. Mais dans le temps, l'équipement des studios coûtait extrêmement cher. D'abord, l'insonorisation, ensuite les équipements. Donc, quand on lit, on entend toujours à peu près les mêmes studios qui avaient à peu près tous les grands artistes du temps qu'on aimait. C'était le Sunset Studio à Los Angeles. Il y en avait un également à San Francisco. Il y avait Power Station à New York. Il y en avait en Angleterre quelques-uns aussi. Et un des gros studios de la gang, c'était le studio du côté du nord de Montréal, donc à Morin Heights, qui malheureusement a brûlé. On n'a pas conservé ce studio. Il y a de l'histoire là-dedans. Il y a des disques importants de l'histoire du rock and roll mondial qui ont été enregistrés là. Et entre autres, il y a un lien avec le studio parce que mon feeling, c'est que, entre autres, les Police. Les Police enregistraient depuis le début de leur carrière leur album dans le nord de Montréal. Donc, c'était là que ça se passait. Oui, les Police. Là. De da-da-da. Tout enregistré dans le bois à Morin Heights. Donc, quand même spécial. Puis, à un moment donné, on dit, peut-être qu'on est dû pour changer. Skidoo, c'est bien le fun. La neige, c'est bien le fun. Mais on va aller faire un tour ailleurs. Et George Martin a eu l'idée de bâtir un studio qui s'appelait Air Studio, carrément dans les Caraïbes, dans une île, Jerry, qui s'appelle... C'est Montserrat. Yes. C'est une île très peu connue des Caraïbes parce que c'est une île... Il n'y a pas beaucoup de plages. Il y a un peu de plages, mais c'est une île assez volcanique, en fin de compte, des Caraïbes. Exact. Donc, c'est à la fin des années 70, George Martin... Les Beatles n'existent plus, là. George Martin se cherche un peu et il dit « Hey, je vais bâtir pour les boys un studio sur une île où ils ne peuvent pas partir sa brosse comme à Los Angeles. Ils ne peuvent pas partir sa brosse comme à New York, à Power Station. Ils peuvent... Bon, dans le nord de Montréal, c'est bien le fun. Ils ne peuvent pas bien partir de sa brosse-là. Mais c'est un peu plate parce que l'automne pogne de bonne heure, il neige souvent, il fait froid. Pourquoi pas les amener dans les Caraïbes? Puis ils sont là, isolés. On les garde comme il faut. Ils ont un super studio équipé puis ils vont faire leur album. Et Air Studio est venu au monde en 1978 et pendant une dizaine d'années, parce qu'il a été démoli, c'est ça l'histoire, c'est qu'il a été démoli par l'ouragan Hugo, qui est en quelle année l'ouragan Hugo? Hein? C'est-tu l'année Oui, de ça? Ça se peut-tu que ça soit 89? Je pense que c'est 89. Oui, je pense que c'est 89, effectivement. Donc, à peu près une dizaine d'années en opération. Entre autres, les deux gros derniers albums de The Police, Ghost in the Machine et Synchronicity, ont été enregistrés à ce studio-là. Puis il y a l'album le gros album de Dire Straits. Si je vous demande le gros album de Dire Straits, c'est celui qui a Money for Nothing. Oui. Et justement, il y a Sting qui chante dedans. Le refrain est chanté par Sting en arrière. Donc, l'album, j'oublie le nom de l'album, mais c'était le gros album qui s'est vendu à des millions et des millions de copies. Les Stones ont enregistré l'album Steel Wheels, je pense. C'est un des gros albums des années 80 qu'ils ont fait également. Elton John a fait un gros disque là. Il y en a eu plusieurs qui ont enregistré là. Malheureusement, le studio a passé au cash. Donc, c'est devenu des ruines, carrément des ruines, quand l'ouragan Hugo a passé. Et c'est pas fini. En 95, il y a eu le réveil du volcan. Parce qu'à un moment donné, on parlait peut-être de le rebâtir pour l'histoire et tout ça. Puis même qu'il y a des bands qui auraient aimé ça y retourner. Parce qu'il y en a qui ont tombé en amour avec la place, etc. Le volcan s'est mis à faire des ballons. Et là, la patente s'est mise à couler. Et c'est allé par-dessus le studio. Et toute l'histoire de ce studio-là, les gros enregistrements de plusieurs gros albums de musique qui ont été là, sont maintenant Under the Volcano. Donc, de là, le documentaire de 90 minutes. Il y a plein d'artistes qui parlent
qui ont justement été là puis qui racontent leur aventure dans ce studio-là de George Martin. Ben oui. C'est Brothers in Arms. Yes, Brothers in Arms, qui est le gros album de Dire Straits, avec Money for Nothing, puis ben des hits sur cet album-là également. Bon, l'autre affaire pour finir, il me reste quelques minutes dans la poubelle toxique. Petite affaire de même, parce que c'est un sujet qui est quand même touché. C'est le sujet de l'intimidation. Puis on le voit avec l'histoire de O'Day, là. O'Day. Donc, O'Day. Parce Oui. que c'est pas fini. Ma blonde, le matin, je me lève et elle me dit, sais-tu quoi? Elle dit, ils sont encore sur l'histoire d'O'Day. C'est comme si c'était une grosse affaire. On s'en sac, mais raide. T'sais, un gars qui coupe ses orteils, puis l'autre... Non, mais ça, là. Là, tout le monde est paniqué. Couche-tard est parti. Ils ont arrêté l'émission. Ils vont faire une patente genre anti-intimidation dimanche. C'est une folerie, là. Je veux dire, c'est une époque woke de marde. S'il n'y a pas d'intimidation, puis il n'y a pas de monde qui se gosse pendant un show de même, faites-le pas, là. Je veux dire, non, mais faites pas ça, là. C'est possiblement le dernier show d'OD. Ben oui. On n'est plus capable. Ici, on n'est plus capable. Hey, le wokisme n'a pas été inventé ici, mais je peux vous garantir une affaire. Ça a été inventé aux États, dans les milieux universitaires. Mais je peux vous dire une affaire que d'ici pas longtemps, les maîtres woke de l'Amérique, ça va être nous autres. C'est clair qu'on travaille là-dessus fort, fort, fort. Mais c'est un sujet important, puis je le sais, puis je ne sais pas si vous avez été victime d'intimidation à un moment donné dans votre vie. Moi, je suis intimidé régulièrement, puis c'est bien tannant. Mais, tu sais, moi, je suis capable de vivre avec. Il y en a d'autres qui, ça les a marqués vraiment. Et ce matin, le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a annoncé à la radio de Radio-Canada qu'il avait été victime d'intimidation. Dans sa jeunesse, tu veux dire? Dans sa jeunesse. Okay. Il s'est fait battre dans l'autobus. Écoute, on va croire ce qu'il dit, là. Ah oui. On n'a pas de raison de ne pas le croire. Si tu t'en vas te confier. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi le but de ça. Moi, je me dis que quand t'es ministre, c'est parce que là, on joue avec des émotions qui sont très, très grandes, très fortes. Tout le monde condamne l'intimidation. Et là, j'aime pas que des gens utilisent... Que quelqu'un en parle, à un moment donné, il est plus impliqué, il est rendu ailleurs, soit... tu sais, vous allez me dire, il n'y a jamais vraiment de temps de parler de ça. Mais quand tu es ministre de l'Éducation, parce qu'il y aura des défis... premièrement, depuis sa nomination hier, il y a énormément de gens qui questionnent ce choix-là. Puis l'autre affaire, ben, tu sais, je sais pas, le gros du problème du système d'éducation au Québec, c'est le système d'éducation publique. Vraiment, ça va pas, là. Et il y a énormément de pression pour qu'on prenne le système de semi-privé. C'est pas privé, c'est semi-privé, parce qu'il y a une partie qui est payée par l'État, l'autre partie est payée par les parents. Modèle qui a été copié, mais c'est peut-être le modèle à copier également dans le public dans l'avenir. Mais lui, il a envoyé ses enfants au privé. OK? Donc, là, ça fait du grenouillage. Mais c'est un bon communicateur, puis c'est un gars qui est un gars tough, là. Bernard Drainville, c'est un gars tough, là. J'imagine qu'il a passé par-dessus ça. Moi, c'est pas un gars que, même si c'est un péquiste, c'est pas un gars que j'haïs pas en tout. En fait, j'haïs personne, là, mais je veux dire, c'est un gars que j'aime bien, Drainville. Je le connais pas personnellement, mais c'est un gars que je suis capable d'endurer. Il est venu en entrevue une couple de fois. C'est un gars qui est capable de se débattre. Donc, tu sais, c'est un gars que je respecte. Mais d'utiliser... Je sais pas comment c'est arrivé, j'ai pas écouté l'audio. Puis peut-être que c'est arrivé, puis c'était pas prévu pantoute, mais le feeling que ça donne, c'est qu'après ça, là, c'est donc bien dur de critiquer un gars qui vient d'avouer qu'il a été victime d'intimidation. Puis là, tout le monde prend ça un peu. Je trouve que le timing est spécial. Je trouve que le timing est spécial. C'est parce que là, à partir de là, on va toujours se sentir un peu mal de le challenger. Parce que là, ben là, c'est quoi, là? Je comprends. Il n'y a pas de timing pour dire ça. Mais tu viens d'être nommé ministre. Je ne sais pas à quoi ça va mener. C'est ça aussi l'histoire. Je ne sais pas à quoi ça va mener. Est-ce que c'est pour faire avancer la cause ou si c'est pour amener un bouclier à quelqu'un qui est déjà... Tu comprends-tu mon affaire? Oui, je comprends très bien. OK. Mais ça fait bouclier. Ça fait-tu bouclier? Ça fait bouclier. OK, je me suis dit, c'est-tu moi qui... Non, ça fait bouclier. Ouais, c'est ça que... C'est le feeling... En tout cas, regarde.
Mais parce que le domaine de l'éducation... Monsieur Drainville est invité ici s'il veut en parler sans problème. Là. C'est quelqu'un qui est capable de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Le domaine de l'éducation en général ne sont pas contents que ce soit Drainville. Et bizarrement, le lendemain, il se prend un bouclier. Ben, c'est l'impression que ça donne. C'est peut-être... Je suis peut-être all wrong. OK? J'ai peut-être pas raison du tout. Je vous dis juste ce que ça a l'air... Ce que ça envoie comme image. OK? Puis, c'est un petit peu... on va se le dire, c'est un petit peu malaisant. Parce que pour moi... Puis ça, s'il a été victime de ça, regarde, j'ai pitié pour lui. Là, j'ai de la peine pour lui. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Les quelques fois que j'ai parlé avec Drainville et le nombre de fois qu'on l'entend et qu'on le regarde aller, c'est quelqu'un qui a passé par-dessus ça. Là. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui-même, qui a une certaine drive. Puis moi, savez-vous quoi? Pas certain qu'il va être un mauvais ministre de l'Éducation. Faut-tu vraiment venir du monde de l'éducation pour shaker la place? Moi, au contraire, en sachant que lui a envoyé par choix ses enfants dans le système semi-privé ou privé, appelez-le comme vous voulez, ça veut dire qu'il a cru en ce système-là. En quoi il a cru? Bien, il a cru aux directions locales, à l'indépendance de chacune des écoles. Ça veut dire qu'il ne croit pas aux commissions scolaires. Ça veut dire que le modèle actuel, il ne croit pas. Est-ce qu'il va s'écraser? Est-ce qu'il va faire un vire-capot de lui-même? Est-ce qu'il va dire qu'il faut encadrer maintenant le système semi-privé? Il faut le briser pour amener ça au public? On écrème tous les meilleurs étudiants, etc. Toutes les affaires qu'on entend? Peut-être que oui. Mais donnons-y une chance. Donnons-y une chance pour voir. C'est sûr que les syndicats n'ont pas dit un mot pendant l'élection. Ça peut pas être pire que Roberge. Oui, c'est ça, là. Ça peut pas... Je suis d'accord avec toi, là. Ça peut pas être pire que Roberge, c'est clair. Tu veux-tu... Oui. Tu veux-tu l'entendre, l'audio? Ah oui, je l'ai. Tu l'as, l'audio? Numéro 2. OK, numéro... T'es donc bien, toi. Donc, ça dure combien de temps, à peu près? Oh, une minute, je pense. OK, parfait. On commence à voir une société québécoise, et c'est tant mieux, intolérante face à l'intimidation. Le sujet est revenu dans l'actualité à cause d'occupation double. Vous, par exemple, avez-vous été victime d'intimidation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez malheureusement vécu à l'école? Vous posez la question parce que vous connaissez la réponse? Non, je ne connais pas la réponse, Bernard Drainville. Ben oui. La réponse est oui. Mais je me souviens pas d'en avoir parlé publiquement, là. Mais oui. Dans l'autobus, puis dans la cour. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi? C'était comment? Là, vous me ramenez. Excusez-moi, là. Voyons, c'est tout. L'autobus, se faire... moi, j'étais pas gros, là. J'étais assez chétif. Et puis, c'est ça, là, de te faire battre, là. Ouais. Ah oui, carrément. Tu sais... Oui. Se faire donner des claques à la gueule, là. Puis même au secondaire, à bien y penser, mais ça m'a pas cassé, là. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Ça m'a pas cassé et j'ai surmonté ça. Et puis... mais c'est ça, c'est pas évident. Je vais regarder le dernier bout de ce qu'il a dit. Écoute, on peut pas questionner ça, là. Dire, on peut pas questionner la vérité. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, je peux vérifier ça comment. Arrêtez, là. On commencera pas à tout remettre en question. Si quelqu'un s'en va sur une tribune comme ça et il dit ça, là, c'est sûr que c'est arrivé, là. C'est clair que c'est arrivé. Mais moi, je questionne le timing. Je questionne, puis tu sais, je vois qu'il y a eu énormément de réactions à sa nomination. Mais le bout que je retiens, c'est le bout que j'ai dit avant d'avoir entendu l'audio. Puis ça, c'est important dans toute la patente. Oui. C'est que ça ne l'a pas défini. C'est relevé de bout. Il y en a qui vont dire, mais lui, il avait le caractère pour le faire. Oui, mais travaillons là-dessus qu'à chaque fois qu'on a une victime, poussons-la par le haut au lieu d'y faire semblant qu'elle va être victime jusqu'à la fin de ses jours. Donc, oui, au moment où il en parle, tu vois qu'il réagit par émotion. Je continue à dire que le timing est spécial. Moi, je vous dis une affaire. OK? Si j'avais été victime d'intimidation, quelqu'un me parle de ça, je deviens ministre, je me garde un droit de réserve sur ce genre de patente-là.
Je vais peut-être le compter, je vais peut-être dire faire un livre à un moment donné, 8 ans plus tard. Vous savez, à un moment donné, j'ai été interrogé à la radio, on m'a posé la question, j'avais été intimidé. J'ai répondu à ce moment-là non, parce que je ne voulais pas défocusser de ce que j'avais à parler, qui était le système d'éducation, puis je ne voulais pas que ça vienne sur moi. J'en ai pas tant de même. Mais aujourd'hui, je peux vous dire dans mon livre que oui, j'ai été victime d'intimidation, puis oui, j'ai mangé des claques à la gueule. Ça, on peut questionner le timing, mais le reste, on ne peut pas bien. On ne peut pas bien. Puis moi, c'est ce que je retiens. De ce que je connais très peu de choses. Ma fille connaît son gars, qui est un petit gars extraordinaire, de ce qu'on me dit. Puis Drainville, les gens qui l'ont côtoyé, il y a peu de monde, il y a beaucoup de gens qui aiment Bernard Drainville. Les gens qui l'ont côtoyé l'aiment bien. C'est un gars qui est sûr de lui. C'est un gars qui a une certaine drive. Ben, c'est ça qu'il faut retenir. Ben oui. C'est le beau qu'il faut retenir. Ça ne l'a pas défini, puis c'est le vide-bout. C'est pas le premier qui aura subi ça. C'est pas le dernier. L'école, c'est tough. L'école, c'est tough, ouais. On a plus de chances de se faire intimider un de ces quatre. Moi, je me fais intimider. Moi, je me suis pas fait intimider de ma jeunesse. Ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. Mais je me fais intimider facilement depuis 25-30 ans par des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ah oui. Et c'est une intimidation intense et quotidienne. Puis savez-vous quoi? Vous allez dire, ouais, mais t'es pas un enfant. Ouais, mais il faut le porter pareil. Mais sais-tu quoi? Moi, même jeune, j'en connais des gens qui ont été intimidés puis qui, par après, se sont levés. Puis ça les a motivés. Oui, je comprends. Bien plus que ça les a mis à terre puis au point de ne pas être capable de se relever. Ouais, mais eux autres sont capables. Il n'y a pas tout le monde. Ouais, mais travaillons là-dessus. Puis arrêtons de penser que la vie, là. Tu sais, on vit dans un monde de contes de fées maintenant. On pense que la vie, c'est tout corps parfait. Puis ça va être pire que pire. Là, maintenant, on est rendu avec des gens qui sont. On est rendu avec plein de mondes différents. C'est extraordinaire. Ah oui. C'est extraordinaire, mais plein de mondes différents veut dire plein de gens qu'à l'école, ils ne sont pas 40, là, ils vont être 3. Ils vont faire souligner leurs différences souvent. Là. Ben oui, puis malheureusement, on a bien beau, on ne peut pas leur donner des pelules pour que ça arrive. Là. On ne peut pas mettre des polices avec des guns dans les écoles pour que ça arrive. Ça va arriver, là. Ça va arriver, là. C'est... Voyons, on le sait, là. On a dealé avec nos enfants sur toutes sortes de patentes, là. Mais tout ce qui est tough, ça leur apprend des choses qui vont leur servir beaucoup plus que quand on leur donne la cuillère dorée dans la bouche. Là. Ça, j'en suis convaincu. Ben oui. Voilà, bon week-end, mon ami. Yes. C'était ma boîte. J'ai pas fait ma boîte pantoute comme je voulais. Pas de boîte. Tu fais pas de boîte, toi. Non, mais moi, c'est une poubelle. Hein? J'ai-tu dit une boîte? Tu as dit une boîte. Ah, je suis tout mêlé. C'est vraiment le temps que je m'en aille en vacances. Il annonce beau. Et t'es toxique en plus. Et c'était une poubelle toxique. Voilà. Mais j'ai pas fait ma poubelle que je voulais faire. C'est ça que je voulais dire. Mais regarde, on prend celle-là. Celle-là. C'est une très bonne poubelle. C'est la radio, c'est tel que tel. On arrive avec un plan, puis on suit pas le plan. Non, aujourd'hui, surtout. On m'a dit aujourd'hui, si tu suis pas le plan, c'est sûr que tu pourras pas réussir. Mais j'ai pas suivi le plan. Crève de pas réussi non plus. Thank you, Jerry. Yes. Thank you, merci. Thank you, Mr. White. Merci à tous nos collaborateurs de cette semaine. Voilà pour Radio Pirate Live. On se reparle pas mal lundi sur Radio Pirate Prime pour les gens qui vont devenir membres. Allez-y vous inscrire sur radiopirate.com et Radio Pirate Live. Et surtout, continuons! Malade. Jeff Fillion.